Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Je vous remercie tout le temps d'être là parce que quand je me promène dans la rue, vous êtes nombreux à venir me parler d'un invité souvent particulier, d'une phrase qui vous a marqué. Et ça, pour moi, c'est faire œuvre utile. Quand les invités, parce que des fois on se dit, mais je me souviens, Pierre Curzi m'avait demandé ici à Ouvre ton jeu, mais pourquoi on se confie autant? À quoi ça sert? Il remettait en question un peu cette profondeur-là, puis aussi le retour dans ses souvenirs. Et, tu sais, je lui répondais, ben c'est parce que ça aide les gens. Il y a quelque chose dans le partage de son histoire qui fait écho chez les autres. Puis ça s'avère vrai à chaque épisode. Et merci de partager ces commentaires-là. C'est grandement apprécié. Et des fois, je vais remercier des gens parce que, bon, il y a quand même plusieurs Français qui nous écoutent ou en Belgique ou peu importe. Et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, oui, tu remercies les gens du Québec, tu remercies les gens de certains pays d'Europe. Mais nous, on est au Mexique et on écoute Ouvre ton jeu. Alors, bonjour aux gens du Mexique qui nous écoutons présentement. On apprécie grandement. Et aussi, je parlais à quelqu'un qui avait affaire à moi pour ma vie professionnelle, qui habite à Los Angeles et qui se promène qui fait 2 heures de route à peu près à chaque fin de semaine pour aller à Palm Springs. Donc, il dit, dans ma voiture, quand je fais la route, j'écoute Ouvre ton jeu. Alors, je trouve ça stimulant d'entendre qu'est-ce que vous faites, de lire aussi qu'est-ce que vous faites pendant que vous écoutez le podcast. Donc, merci de le partager. Et là, je vais lire des commentaires comme j'ai l'habitude. Isabelle dit, je l'ai sorti là, j'ai acheté le jeu. Alors, on voit le nouveau jeu couple et je veux le dire aussi, c'est pour le dating. Donc, ces premières rencontres qui, des fois, on aurait envie d'en savoir sur l'autre sans trop être intrusif. Donc, le jeu peut aider à choisir les questions, donc déposer les questions, les choisir et peut aider à connaître l'autre davantage. Donc, Isabelle, j'ai acheté le jeu pour changer les sujets de discussion au quotidien. OK, donc je me rends compte que ça doit être le jeu vert. Vous allez comprendre pourquoi. Hier soir, mes parents étaient à la maison. Mon père a 78 ans, ma maman 74 ans. J'ai décidé de sortir tes cartes, tellement une bonne idée. Mon père n'est pas très jeu, mais tes cartes, c'est un outil pour dénouer les langues. Il était tellement investi, il écoutait les questions, les analysait et répondait avec beaucoup de profondeur. Et c'est tellement ça, le but, c'est de laisser l'autre parler, de prendre le temps. C'est pas grave si on fait moins de cartes à la fin. L'idée, c'est d'apprendre à connaître l'autre et surtout de l'écouter. Donc ça, c'est le premier jeu, c'est le jeu vert. Comme je vous disais, maintenant, vous pouvez y aller aussi en volet couple. Le commentaire de Josée, elle nous dit « Votre podcast avec Vanessa Pilon m'a bouleversée quand vous avez parlé du deuil périnatal. J'ai perdu mon premier enfant en juillet 1984 à 34 semaines de grossesse. C'est comme si une partie de moi s'était éteinte. J'ai 65 ans et je pense à mon petit Hubert constamment. À cette époque, j'ai eu aucun support psychologique. J'ai dû me reconstruire toute seule. Dans mon couple, c'est comme si le sujet est resté tabou même après toutes ces années. Toutes vos entrevues sont thérapeutiques, nécessaires et voire même essentielles. » Alors, moi, ça fait plusieurs fois que j'ai vécu aussi un deuil périnatal. Ça fait plusieurs fois que j'en parle avec des invités qui ont vécu ce type de deuil-là. Et à chaque fois, on reçoit de nombreux commentaires chez des gens qui s'éveillent, qui acceptent d'en parler, pour qui ça a été un tabou, parce qu'effectivement, c'est un tabou, souvent, cette forme de deuil-là, parce qu'on n'a pas connu l'enfant qui est décédé. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont pas porté, il y a quelque chose d'abstrait, mais ça n'empêche pas qu'on doit en parler parce que c'est un deuil qu'on vit pendant des années. Alors, merci, Josée, d'avoir pris le temps de faire ce commentaire-là et on va le transmettre évidemment à Vanessa Pilon. Et merci, Isabelle, aussi de partager le fait que de mettre des cartes sur table, c'est un jeu, mais c'est vraiment un jeu qui a une suite, un jeu qui nous apprend à connaître les autres. Je veux remercier nos partenaires qui sont toujours
jours-là qui permettent d'offrir Ouvre ton jeu gratuitement sur toutes les plateformes. Le premier partenaire, Marie Club. Le Marie Club, c'est cet espace bien-être, mieux-être qui offre plus maintenant d'une centaine d'ateliers offerts par une vingtaine d'experts sur différents sujets. On a aussi des causeries les soirs de semaine où on fait des Ouvre ton jeu express avec les membres qui se branchent, où on reçoit aussi des experts qui viennent faire le suivi des ateliers si vous avez des questions. C'est vraiment un lieu où on se sent en sécurité. On peut échanger de façon très sécuritaire. Il n'y a pas de publicité sur cette plateforme-là. Elle est intime. C'est un petit peu comme votre pièce à vous. Alors, quand vous y rentrez, vous êtes en sécurité. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le marieclaude.com et si vous voulez vous abonner sur une base annuelle, vous pouvez mettre le code promo CLUB10 et ça vous donnera 10 % de rabais sur l'abonnement annuel. On a Karine Jonca qui est là depuis le début avec ses produits pour la peau. On en a des exemples dans notre décor. Karine Jonca, elle vous offre 15 % de rabais si vous vous rendez sur son site en ligne et le code est Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie, qui fait qu'on a même un niveau Eros à chaque podcast et je trouve que les invités y répondent avec tellement d'aplomb, de sérieux. J'avais peur, moi, des fois, que ça allait créer des malaises et pas du tout. Je trouve qu'il y a des grandes révélations qui se font à travers ce niveau-là, ce niveau rose-là, le niveau Eros. Donc, Eros a un programme de fidélité VIP. Vous accumulez des points à chaque achat et profitez des récompenses et de rabais avantageux. Donc, vous pouvez vous rendre sur leur site Internet ou encore en magasin. Mais pour le code promo, pour avoir 15 % de rabais, c'est sur les achats en ligne et le code est ROSE15. Pour Opto Réseau, vous épargnez 100 $ à l'achat de verres progressifs de haute précision en clinique seulement et ça se termine le 31 mars prochain. D'ailleurs, j'ai la chance de porter leur monture avec les verres progressifs et j'aime beaucoup. Pour une fois que j'ai pas trop de misère dans les marches et les trottoirs, des fois j'avais un peu de misère à m'ajuster, mais là, ça va super bien. Évidemment, je veux remercier l'équipe, Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Maëlle Ledvin à la captation, Jérémy Boucher, réseaux sociaux. Et je vous présente mon invité du jour, évidemment. Je l'ai croisé à quelques reprises. À chaque fois, j'ai eu des excellentes conversations avec lui. C'est un humoriste. C'est un gars qui a une grande profondeur, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie auxquelles il a fait face. Et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il va nous partager les défis qu'il a dû relever. Et c'est Simon Gouache. Alors, j'espère que vous apprécierez cet invité. Mais une chose est sûre, on va apprendre à le connaître davantage ensemble. Alors, place à Simon. J'ai toujours de la difficulté avec les gens qui disent, puis je le comprends parce que je le vis, là, mais avec les gens qui disent, depuis que j'ai des enfants, quand je suis tout seul avec ma blonde ou mon chum, on fait juste parler de mes enfants. Puis ils disent de façon comme on n'a plus rien à se dire ou on n'a plus... Puis moi, pour le vivre en ce moment, je suis comme... Mais c'est quand même... un sujet de conversation et un inside que tu as avec une personne que tu auras... Il n'y a aucune autre personne sur la Terre qui peut comprendre ce que vous vous dites en ce moment. Personne. Zéro. Puis je trouve ça précieux, moi. C'est un projet de vie, les enfants. Je trouve ça précieux. Tu sais, moi, ma fille, elle fait souvent ça. Quand elle parle, elle fait... Là, on va faire ça. Tu sais, elle fait souvent comme ça. Elle met sa main comme ça. Puis Myriam, puis moi, on passe la journée à se faire... Là, OK, là, on va faire ça. Tu sais... Personne comprend. Mais elle puis moi, on comprend. Puis qu'elle prenne le temps de faire ça, puis que moi, je prenne le temps de faire ça, c'est une mini-attention. Ça change rien. Mais ça, pas que ça change rien, mais dans le sens que ça ne demande rien. C'est pas gros, mais ça fait juste comme... Il y a juste toi qui peux comprendre ce que je fais en ce moment. Puis ça, je pense que ça vaut extrêmement cher. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca,
la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition Couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Je suis très contente aujourd'hui d'être avec quelqu'un que j'ai connu sur les plateaux de télé et j'ai vraiment vite connecté avec lui par son histoire, par sa façon de se raconter. Et puis, j'avais envie d'en savoir plus sur cet homme et surtout que vous le connaissez davantage. C'est Simon Gouache. Bienvenue, Simon. Merci. Vraiment un plaisir je comprends. De te voir. C'est le fun. Ben oui, tu m'as même fait faire de l'humour dans la vie. Ben oui, donc. Ben, tu t'en souviens pour Prière de ne pas envoyer de fleurs pour Chantal Maccabé. Oui. T'as préparé un sketch, puis j'avais un rôle dans ton sketch. On avait joué ensemble, c'était le fun. Ben oui, c'était le fun. Je pense que je faisais une psychologue, ça se peut-tu? Non, tu jouais ton propre rôle. Ah, je jouais mon propre rôle. Tu jouais ton propre rôle. Tu faisais comme une espèce d'entrevue par rapport à Chantal. Puis non, je me rappelle, ça avait été bien t'étais comme un super fan de Chantal. Genre, ouais, mais qu'on apprenait que je la connaissais pas tant que ça, finalement. C'était bien le fun à faire, ça. Oui, c'était drôle. Mais merci de ça. C'est le fun quand on arrive dans un milieu aussi ouvert que celui qui est le milieu artistique, parce que ça nous amène dans des zones qu'on connaît moins. C'est comme j'aurais jamais pensé avoir un texte, l'apprendre, puis jouer avec toi. Oui, mais sais-tu quoi? J'ai pensé à ça, c'est drôle, j'ai pensé à ça hier ou avant-hier. Puis je me rappelle que, tu sais, moi, j'avais écrit le texte. Puis évidemment, quand tu écris le texte, tu as ta vision du sketch, tu sais. Puis je me rappelle que tu m'avais dit, et ça, c'est vraiment pas tout le monde qui le fait, tu m'avais dit, dis-moi comment dire les lignes, tu sais, dis-moi comment les faire parce que je veux que ça fitte avec ton idée. Puis ça, je me rappelle que ça m'avait frappé parce qu'en général, le monde, tu sais, surtout dans ce milieu-là, souvent, ils ont, tu sais, l'ego peut être quand même un peu gros et sensible. Puis j'avais trouvé ça tellement généreux de ta part de faire comme... Fais juste me dire comment les faire, puis je vais les faire comme tu les veux. Fait que je te disais la ligne, t'as répété comme je la faisais, puis on avait fait chaque ligne une après l'autre comme ça. Puis je me rappelle, m'a dit comme, hey, ça prend vraiment un dévouement puis une générosité parce que c'est vraiment pas tout le monde qui fait ça. Mais vraiment pas. Mais moi, ce que j'aime, c'est le rendu. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on travaille tous pour un résultat commun. Donc, ça, quand quelqu'un écrit, c'est parce que tu l'imagines d'une certaine façon. C'est pour ça, dans le fond, moi, je me suis pas posé d'autres questions. Je dis, OK, je veux savoir dans sa tête comment ça se passe, puis le livrer. Alors, tu vois, je savais pas que tu avais pensé ça à ce moment-là. Écoute, je m'en rappelle. J'y ai pensé hier, puis je me dis, c'est vrai comment elle avait... Parce que déjà que c'est touché de dire à quelqu'un comme, hey, joue-les comme ça, tu sais, quand t'es pas un réalisateur. Tu sais, moi, je suis pas un réalisateur. Puis même, je sais qu'il y a même des acteurs qui aiment pas ça se faire dire comment jouer par un réalisateur. Fait qu'on sait jamais comment la personne va réagir à « Hey, c'est pas ça que j'avais en tête, ça te dérange-tu de le faire comme j'avais en tête? » Puis, voilà, c'était tout en ton honneur. Ça m'avait beaucoup touché. J'ai toujours été comme des fois exigeante sur certaines choses parce que je me dis tout le temps, quand t'es la dernière personne dans la chaîne, là, parce que c'est soit quand tu es sur scène, quand tu animes, tu es la dernière personne à livrer le produit pour lequel tout le monde a mis du sien. Ben, pour être au maximum, il faut que tu comprennes ce que tout le monde s'attend. Ou, tu sais, dès le point de départ, si c'est toi qui dis ce que tu veux, faut que tout le monde le comprenne bien. Faut que tout le monde aussi... Tu es satisfait quand la personne qui est la dernière dans la chaîne à livrer la marchandise fait rayonner toute l'équipe parce que c'est bon. Parce que si c'est pas bon, ben tu fais pas rayonner ton équipe, tu sais. Alors je trouve ça, moi j'ai tout le temps comme le produit final, c'est l'ego, c'est le produit final et non comment je suis dans cette livraison là. Ouais. Fait que je comprends 100%. Voilà. Mais comment tu vas avant de commencer le jeu? Parle-moi de ça, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben oui, je vais bien, je vais à merveille. J'ai mes deux, c'était la fête de ma fille hier, qui a eu 4 ans. Mon fils a 2 ans, ils s'entendent à merveille, ils ont une complicité absolument adorable qui fait chaud au cœur. Ma blonde puis moi, on passe des heures à les regarder jouer ensemble, puis à s'inventer des mondes, puis à... Ma fille est bosseuse un peu, là. Ouais. Mais c'est quoi? C'est soit qu'elle est très, très grande sœur, très protectrice,
Ou soit qu'elle est comme, OK, Lambert, tu fais ça, OK, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, puis lui, il fait juste comme suivre ses indications. ma fille, elle tripe sur la médecine. Elle veut être médecin ou vétérinaire. Fait que quand elle décide que Lambert est malade, là, elle fait OK, Lambert, t'es malade. Fait que là, lui, il se couche sur le dos, puis il peut être sur le dos, là, 2 heures de temps. À se faire checker le pouls, puis les oreilles, puis les yeux, puis se faire mettre des pansements sur la tête. Puis là, il faut aller chercher des plasters, puis là, il met des plasters partout, puis lui, il est juste couché sur le dos. C'est vraiment, c'est absolument extraordinaire à voir. Puis ta carrière d'humoriste, comment ça va? Ma carrière d'humoriste va très, 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 très bien. J'achève mon 3e one-man show. Il me reste une 12aine de spectacles. On a fait le 250e la semaine passée à Québec. Donc, je vais avoir fini à 260 et quelques. Ça a été une expérience absolument extraordinaire. Moi, c'est le meilleur spectacle que je pense que j'ai fait. Puis là, j'ai déjà commencé, moi, le 4e. Le prochain est déjà en rodage depuis 3 mois à peu près. Fait que dès que la tournée finit, là, le vrai travail de rodage commence. Puis je suis déjà hyper emballé par le nouveau matériel que j'ai. Puis il me reste, il va me rester pas tout à fait 1 an pour l'améliorer puis le rendre au niveau où je veux qu'il soit. Parce que je me suis mis la barre haute moi-même avec le 3e. Puis pour moi, il n'est pas question que le 4e soit comment dire... tu veux que ça dans la même coin lignée? de table, c'est ça. Je veux qu'il soit comme... Est-ce qu'il va être meilleur? Est-ce qu'il va être moins bon? Ça c'est objectif. Je veux dire, personne... Il y a des gens qui ont préféré mon premier, qui ont préféré mon 2e. Moi, je pense que le 3e, c'est le meilleur que j'ai écrit, puis je veux que le 4e soit encore meilleur. Tout le temps le meilleur, dans le fond. Ton dernier est tout le temps comme le meilleur. Ben c'est ça. Moi, je veux toujours que mon dernier soit mon meilleur. T'sais. Mais en même temps, les humoristes, ce qui est particulier, c'est que vous parlez beaucoup de vous. Votre vie est comme la source d'inspiration principale. Tu sais, un acteur va avoir un rôle, un chanteur, ben, il a sa chanson, il compose, mais je veux dire, c'est tellement personnel, l'inspiration. Donc, ta vie est toujours ta source d'inspiration principale. Moi, je pense qu'il faut. Ouais. À quel point tu en parles ou à quel point tu t'ouvres sur ta vie personnelle, ça, c'est à ta discrétion en tant qu'artiste. Mais de puiser dans ce que tu vis, dans ce que tu ressens, pour moi, c'est absolument essentiel parce que tu peux pas connecter avec les gens si tu leur mens. T'sais. Si tu arrives dans un party et tu fais semblant d'être quelqu'un que t'es pas, le monde va le voir, ils vont le sentir, tu comprends? Tandis que si t'es honnête et authentique, les gens vont plus facilement s'accrocher vont plus facilement, connecter à ce que tu dis ou à ce que tu essaies de dire. Puis l'humour, c'est 100% de la connexion, là. C'est que ça. Là. C'est quoi ta relation avec le public? Moi, je suis très chanceux. J'ai un public extrêmement ouvert et curieux. Mais en même temps, moi, ce que j'aime le plus de mon métier, c'est de surprendre les gens. Fait que quand je sens que mon public, déjà, parce que je fais... Là, je suis dans une période spéciale quand même de ma tournée, de ma carrière, c'est que quand je demande aujourd'hui combien de personnes m'ont déjà vu en spectacle, la grosse majorité m'ont pas vu. Là. On parle d'une grosse... Ce qui en début de tournée n'arrive pas, là. Dans les 50 premiers shows, tu demandes qui m'a déjà vu en spectacle, tout le monde applaudit parce qu'ils ont hâte de te revoir, ça fait longtemps qu'ils ont l'habitude. Mais là, maintenant que je suis rendu à... J'ai en haut de 140 000 billets, en affaire comme ça, ce qui est beaucoup plus que j'ai jamais vendu dans ma carrière. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont jamais vu. Puis je le vois, quand je le demande au début, qui m'a jamais vu en spectacle, 90% gros minimum de la salle applaudit. Fait que ça, c'est le fun parce que moi, je pense que j'ai travaillé assez fort puis j'ai ce qu'il faut pour accrocher ces gens-là puis les surprendre et les amener à me suivre le plus longtemps possible. Mais je travaille fort aussi pour surprendre les gens qui connaissent mon humour, qui me suivent, qui savent mon style, qui connaissent un peu ma vie. Fait que je pense que c'est surtout ça que j'aime beaucoup de mon public, c'est que même quand... Ils sont ouverts. Puis, tu sais, quand je présente, mettons, ma première partie, tu sais, moi, j'en ai fait des premières parties de plusieurs humoristes. C'est pas toujours la même réaction quand tu te fais présenter. Tu sais, moi, j'ai ouvert pour Louis-José, mettons, puis les gens savaient
avec Louis-José qu'il y a une première partie, que c'est un humoriste qui aime, qui a le goût de présenter, puis tu le sentais dans la réaction. Donc, il t'acceptait dès le départ, parce que c'était un prolongement de mais pas Louis-José. Que t'acceptais dès le départ, t'as quand même ton travail à faire. Mais t'écoutes. Mais ils sont ouverts. Ils ont hâte de découvrir ce que t'as à faire. Alors que, tu sais, j'ai ouvert pour d'autres humoristes où les gens savaient pas qu'il y a une première partie, puis là, tu sais, ils sont venus voir l'artiste, ils sont comme, faut se taper un 10 minutes de quelqu'un qu'on connaît pas. Puis moi, de voir que les gens acceptent ma première partie et l'accueillent comme ça, juste moi, je le sais que ça veut dire que c'est un public qui est ouvert et curieux. Voilà. Wow. Fait que t'es heureux. Très, très, très heureux. Je suis extrêmement heureux. J'ai rien, je peux pas te nommer une affaire qui va mal en ce moment. Je peux pas. Mais j'ai vu dans les moments, il me semble, moins. Oui, non, mais c'est des hauts et des bas, la vie. Mais c'est beau, là. C'est beau de t'entendre, ça fait du bien. Est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Alors, il y a un niveau vert qui est un niveau générique. OK. Niveau jaune, on commence à être plus spécifique en lien avec toi parce que le jeu était. Les questions ont été mises là pour toi. OK. Niveau rouge, on est quand même dans une zone plus personnelle. OK. Niveau Eros et compagnie, on est dans un niveau sensuel ou sexuel. Tu verras à quoi tu veux répondre. Opto-réseau, c'est la dernière question qui finit toujours en douceur. Ouvre ton jeu. Très bien. Et tu as un joker. Si tu trouves que mes sous-questions vont trop loin, que tu as envie de passer à une autre question, tu le mets sur la table et je vais changer de question. Je vais garder ça. Je vais être obéissante. Alors, tu vas brasser, tu peux les brasser sur la table parce qu'elles sont assez grosses. Tu m'en donnes 5. Et je vais te les... De toutes les vertes? Oui, tu m'en choisis 5. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une auquel tu vas répondre et je vais en choisir une aussi auquel tu devras répondre. Auquel j'ai pas le choix de répondre? Oui, c'est ça. Il y en a une, tu n'as pas le choix. 1, 2, mets-toi ton 3, joker. 4, en dessous, 5. Merci. Alors, je te lis les questions. Pour prendre soin de moi, je dois. Quelle personne a fait une différence dans ta vie? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Quel est ton pire défaut? Je suis à l'aise de répondre à toutes. OK. Qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Je vais te laisser choisir celle qui va me mettre plus dans le négatif, si tu veux. OK. Alors moi, je vais prendre la positive. OK, c'est laquelle? Je vais prendre pour prendre soin de moi, je dois. Oui, OK, vas-y. Qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je dois m'entraîner. Je dois bouger. Je n'aurais... De te dire que je n'aurais jamais cru dire ça dans ma vie, c'est... Moi, je détestais m'entraîner, mais pour mourir. J'ai fait des sports, moi, dans ma vie. J'ai joué au hockey, j'ai joué au golf. Mais m'entraîner, là, aller au gym, puis de sauter sur des boîtes, puis faire des allers-retours, puis lever des poids, puis faire des chin-ups, je détestais ça pour mourir. Mais mourir. Là. Ça n'avait pas de sens. Ah, c'était... Et quand j'ouvrais pour Louis-José, lui, il s'entraînait très régulièrement. Puis il m'avait dit à un moment donné, il dit, tu sais, avec la carrière qu'on a et que selon moi, que tu vas avoir, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'être en forme physiquement parce que c'est beaucoup, tu sais, c'est beaucoup de shows, c'est beaucoup de tournées, c'est beaucoup de performances. Fait que je me suis vraiment forcé au début là, pour aller. Puis moi, j'ai un entraîneur privé. Je m'entraîne toujours avec la même personne. Puis je le dis en toute honnêteté, si j'avais pas d'entraîneur avec moi, là, j'aurais jamais au gym. Je serais incapable. Moi, ça me prend quelqu'un qui me dit fais ça, puis qui est compte jusqu'à 10, puis qui s'assure que je l'ai fait jusqu'à 10, parce que je suis pas en train de dire que j'ai une discipline personnelle. C'est important ce que tu dis parce que, tu sais, des fois, on nous dit, ben pour commencer, tu peux y aller avec un entraîneur, ça va te motiver. Mais c'est vrai que même si tu le fais longtemps avec l'entraîneur, la journée qui n'est plus là, la motivation retombe. Ah, 100%. Des fois, on nous fait croire des choses, 100%. puis je trouve qu'après ça, on est déçus de nous, mais non, c'est... Moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui sont capables d'aller au gym tout seul, de se motiver tout seul. Tu sais, je le vois, moi, au gym où je vais. Oh, il y a des gens qui sont c'est plus un petit gym, mais il y a des gens qui viennent, là, puis t'es comme, mais qui personne te force à faire ça, là. Pourquoi t'en fais 12 quand tu peux en faire 9, tu sais? Personne qui va te dire t'en as fait 9.
Puis il y a des gens qui sont capables. Moi, je suis pas capable. Moi, ça me prend quelqu'un avec qui va me pousser, qui va s'assurer que je le fais jusqu'au bout, avec qui je peux discuter entre les différents exercices. Moi, lorsque je suis pas disponible pour mon entraînement ou que mon entraîneur est pas disponible, tout ça, les cours de groupe, moi, ça m'aide beaucoup parce que souvent, ils vont s'arranger pour que il y a une rotation, tu sais. Donc, il faut que tu suives le rythme parce que sinon, tu ralentis le groupe. Fait que ça te donne une espèce de... Puis tout le monde s'encourage. C'est le fun. C'est let's go, on est capable. OK, tout le monde. Fait que... mais ça, écoute, m'entraîner autant pour ma vie personnelle, physique, c'est sûr que pour faire mes shows, je suis plus en forme. Je suis plus... j'ai plus d'énergie. Mais pour ma santé mentale, ça n'a aucun bon sens. Là. Je veux dire, si je m'entraîne pas un mois, là, tout devient plus compliqué, tout devient plus difficile, tout devient plus dramatique. C'est... je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur à quel point d'être actif physiquement m'aide à tous les points de vue de ma vie, dans tous les... que ce soit dans ma carrière ou avec mes enfants ou dans ma propre tête ou à juste... Tu sais, je le vois quand je reviens... Puis je m'entraîne assez régulièrement, comme 3-4 fois par semaine. Puis quand je reviens, je le sens, là. Tout est plus facile. Tu sais, je me lève le matin, mettons, puis hey, aujourd'hui, il faut que je fasse ça, ça, ça. Ça me paraît comme une montagne. Je me dis, je serai jamais capable. Puis quand je reviens du gym, je suis comme, OK, on le fait, let's go. Juste d'être... de ton métabolisme qui bouge. Puis je suis pas... Je veux dire, je mange bien. Je suis pas je suis pas un freak de bien manger santé. Je bois de la bière quand j'ai le goût d'en boire. Je mange des chips quand je regarde le hockey. Ça me permet tellement d'être juste comme plus libre et plus léger, de me déculpabiliser de tellement d'affaires, là. C'est vraiment... Au-delà du fait que je suis capable de jogger plus longtemps puis que je suis moins essoufflé à la fin de mes shows, la création... Tu sais, là, je suis en train de créer un spectacle, tu sais. Mon 4e spectacle qui va sortir dans un peu moins d'1 an, là. Mais tu sais, je le sais à quel point d'aller m'entraîner va faire en sorte que ce show-là va être meilleur. Juste mentalement. Ça fait combien d'années que tu sais à quel point ça te fait du bien? Écoute, j'ai commencé à m'entraîner régulièrement. Ça va faire peut-être 5 ou 6 ans, peut-être. 5, 6, dans ce coin-là. C'est là que ça a fait une différence dans ta vie. Ben, c'est quand, à un moment donné, c'est que les premières fois, c'était épouvantable. Là. Les premières fois que je suis allé m'entraîner, je revenais de là, puis j'étais comme, je peux pas croire qu'il y a du monde qui font ça tous les jours. Je peux pas croire. J'ai mal partout. Puis tu sais, au début, quand tu t'entraînes, t'as pas l'énergie, puis t'as pas la forme physique que tu pensais avoir. Fait que tu te sens comme, ah, Seigneur, je suis donc bien pas en forme. Puis t'as le goût d'abandonner. Puis c'est ça que d'avoir un entraîneur qui texte, quand t'as un rendez-vous à 10h, puis à 10h15, il te texte en disant, t'es pas là? T'as un petit sentiment de... fait que là, t'as comme encore plus le goût d'y aller pour pas décevoir cette personne-là. Puis moi, j'ai bien peur de décevoir les gens dans la vie en partant. Fait que moi, ça m'aide en plus à y aller. Mais c'est un... Mais ça a calmé ton anxiété. Parce que t'es un grand anxieux. Oui, oui. Moi, j'ai des troubles anxieux dans la vie. Je pourrais pas juste faire ça. Il y a d'autres choses que je fais dans ma vie qui m'aident énormément aussi à avoir le contrôle sur mon anxiété. Mais l'entraînement et mais c'est parce que c'est pas juste le 15 minutes de tapis, c'est la communauté. Je rentre dans mon gym, je connais tout le monde. Hey, comment ça va? Comment va? Hey, comment ça a été ton show hier? Puis... Mais tu sais, ce dont tu parles, il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis sur 50 ans. Puis le résultat est sorti il y a 2 ans. C'était à l'Université Harvard. Même John F. Kennedy était dans l'étude initiale. Là, il est décédé en cours de route. Et ça a commencé avec des hommes de Boston, soit de l'Université Harvard, donc des hommes plus fortunés, et aussi des hommes qui arrivaient de milieux ouvriers. Et au fil du temps, ils ont ajouté les enfants, les femmes de ces hommes-là. Et c'est qu'est-ce qui fait qu'on est heureux?
C'est quoi les éléments? Et là, il prenait des prises de sang. Je veux dire, c'était vraiment laborieux. Et une des choses qui est ressortie qui fait qu'on peut avoir une vie plus heureuse, c'est les liens faibles. Puis les liens faibles, c'est ce que tu viens de décrire. Ah, c'est pas des amis qui savent ta vie nécessairement, mais c'est ce qui nous a manqué en pandémie. Oui. Ces liens faibles-là, Absolument. on les avait plus. 100%. C'est des gens qui savent c'est qui te reconnaissent. Tu sais, tu peux aller chercher ton café le matin, puis c'est toujours la même personne qui te sert le café. Ce lien-là est important. Fait que toi, t'es reconnu, là. Ben, écoute, mais moi, je le vois, c'est au-delà du gym. Tu sais, moi, on en parlait tantôt hors micro, à micro fermé. Moi, j'ai déménagé sur la Rive-Sud il y a à peu près 2 ans. Ça va faire un peu plus de 2 ans. Moi, j'ai grandi à Montréal. Hein? Moi, j'ai grandi, le monde est dans leur bulle, ils font leurs affaires, marche dans ta ligne. Et là, quand je suis arrivé en banlieue, dans un quartier où tout le monde se salue, tout le monde... Hey, tu vas retirer de l'argent, tu vas retirer 20$ au guichet, puis tu peux parler 20 minutes avec la réceptionniste. Puis là, la brigadière, j'y envoie à main à tous les jours. En allant chercher mes enfants, en revenant, la caissière de l'épicerie, « Hey, comment ça va? » Puis c'est comme, ça rend heureux. T'arrives chez vous, puis t'es comme, « Tabarnouche, donc ben... » C'est rien, là. Ça n'a pas besoin d'être... Comme tu dis, j'avais jamais entendu ce terme-là. C'est pas engageant. J'avais jamais entendu ce terme-là. Comment tu dis? Contact faible? Les liens faibles. Liens faibles. C'est ça. Ça fait bizarre à dire lien faible, mais on comprend. C'est que c'est pas un lien engageant. C'est un lien qui est spontané. Mais ce salut-là, tu me fais penser, moi aussi, il y avait un brigadier, quand j'allais reconduire les enfants à l'école pendant des années, on les faisait juste, avec moi puis les enfants, on leur faisait bye-bye, puis on dirait qu'on souriait jusqu'à l'école après. Exactement. C'est exactement ça. Puis fait que moi, d'aller dans ce gym-là, qui n'est pas un gros gym, c'est tout petit, mais au-delà, c'est ça, au-delà des 15 minutes de cardio, au-delà c'est toujours le même monde, on se connaît, on s'apprécie, on s'encourage entre nous autres. Tu sais, me dire, moi, quand je m'entraîne, des fois, ma coach, elle me pousse, là. Puis là, je les entends, les autres. Let's go, Simon, let's go, t'es cap. Tu sais, juste ça, cette communauté-là, là, moi, je pourrais plus jamais me passer de ça. Donc, voilà, pour prendre soin de moi, il faut que j'aille à mon petit gym. Mais je pense que ça va allumer des lumières. On arrête. Des fois, je fais juste arrêter. Des fois, je marche, là, je m'en vais me chercher un café, là, puis je fais juste arrêter au gym. Juste boire un café, puis « Hey, comment ça va? Hey, t'as-tu cet exercice-là? » Juste jaser avec le monde, c'est comme... en tout cas, Mais c'est d'exister aussi. Ah, c'est incroyable. C'est d'exister aussi. Puis tu sais, je pense aussi que, tu sais, quand on fait de l'action bénévole, entre autres, tu sais, quand on s'implique, c'est ça aussi. Souvent, moi, je le dis aux gens, moi, je me suis toujours impliquée, puis je pense aussi que ça m'a calmé beaucoup intérieurement, parce que tu fais partie comme d'une petite communauté qui a pour but, comme un but commun. Ouais. Tu sais, on n'est pas amis dans la vie, mais quand on va là, on a un but commun, puis on est content de le faire ensemble. Mais je trouve aussi, on va passer à une autre question, parce que je parle beaucoup, mais je trouve que je trouve que ça calme aussi, comment dire, le contexte dans lequel on vit. Tu sais, en ce moment, on vit ça. Tu sais, en ce moment, le contexte politique est très tendu, là, tu sais, avec Trump, puis le 51e État, puis les tarifs, puis tout ça. Puis c'est facile de laisser sa tête partir avec l'environnement, la politique, là, tout ça, puis de juste te lever déjà anxieux de toute la vie qui peut te tomber sur la tête à tout moment. Fait que quand tu prends le temps de parler, puis tu te rends compte que 100% des gens qui m'entourent, moi, sont des gens bien, gentils, généreux. Fait que tu fais comme, OK, il y a de l'espoir. Tu sais, ça va bien. Si il n'y a pas tant de monde que ça, des méchants. Il n'y en a pas tant que ça. La majorité sont extrêmement gentils. Puis je trouve que c'est ça. Les liens faibles, c'est ça. C'est que tu fais comme, OK, on va être correct, je pense, parce que on va le monde est fin. Ouais. Puis le monde a le goût d'être heureux puis de faire du bien alentour d'eux. Fait que... voilà. La question que je vais te poser, qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Moi, je pense que je suis un éviteur. Je pense que c'est gossant pour les gens alentour de moi. Je pense que moi, j'ai tendance... Je le fais moins, je pense, que je le faisais. Mais moi, je suis le genre à... Si on a un rendez-vous puis que j'ai pas le goût d'y aller, j'irai juste pas, puis le lendemain, je vais me trouver... Hey, je m'excuse, il est arrivé.
je suis un éviteur, moi. C'est mon gros problème. Ça va avec... Tu aurais pu choisir une ou l'autre question. Quel est ton pire défaut? Là, c'est la même chose. Est-ce que ça t'apporte à dire des mensonges blancs? C'est-à-dire à briller? Énormément. Ouais. Écoute, je pense qu'être quand même quelqu'un d'honnête, mais j'essaie... Je le fais pas beaucoup avec les gens en général, mais tu sais... Mon ticket, là, je le paye comme la dernière journée. Je suis pas le genre comme à faire comme... quand c'est marqué comme payé avant le 24 mars, là, mais moi, je le paye le 24 mars à 11h45 le soir. Là, je veux dire, j'ai toujours tendance à repousser tout. Puis, heureusement, je pense dans mon métier, je le fais pas tant. Mais tu sais... je sais que, mettons, ma gérante avec qui je travaille depuis très longtemps, c'est surtout ça. Là, c'est comme, hey, tu sais, je te l'ai demandé la semaine passée. Là, faut que tu me le donnes. Là. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle réponse, ou j'ai besoin de telle affaire. Ou... Est-ce que ça te met de la pression? Oui, mais tant mieux. C'est comme si tu te la mets toi-même. Sinon, il n'y a rien qui va se faire. Exactement. Fait qu'en même temps, ça te résorbe, ça t'enligne. Ben, je pense que les gens qui me connaissent sont capables de jongler avec ça. Le fait que s'il en a besoin pour vendredi, ils vont me le demander le mardi, sachant que ça va me prendre 3 jours avant juste de répondre « Oui, OK, c'est beau, je m'en occupe. » Mais quelqu'un qui me connaît pas, là, qui est comme... Tu sais, je n'ai besoin pour vendredi, là. Ça se peut très bien que dans 2 semaines, là, tu me textes comme « T'es où? Qu'est-ce qui se passe? Là? J'ai pas de nouvelles de toi. » Ça c'est quelque chose dont je suis pas fier de moi-même. C'est ce qu'on me reproche le plus souvent quand... maintenant, je le fais moins. Mais quand tu disais fuyeur tantôt pour un rendez-vous, oui. Est-ce que tu as l'impression des fois que tu dis oui trop facilement? Oui, je dis oui trop facilement, mais j'ai surtout de la difficulté à dire non. C'est surtout ça mon problème. Oui, je dis oui à des affaires, des fois que sur le coup, tu sais, ça arrive, mettons, tu le sais, là, tu dis oui à des événements, que là, t'arrives sur le coup, t'es comme, hey, je regardais la TV à soir, moi. Tu sais, ça arrive, ça. Puis tu dis, j'aurais dû le savoir que. Bon. Moi, ça m'arrive régulièrement, ça. Ben, c'est ça. Ouais. Sauf que, tu sais, mettons, l'exemple parfait, là, c'est. Maintenant, ça m'arrive moins parce qu'avec les enfants, je vois moins mes amis. Mais, tu sais, c'est normal, là. Mais, tu sais, mettons, dans le temps que j'avais pas d'enfants, que je vivais à Montréal, dans ma début trentaine, tout ça, quand quelqu'un textait un groupe, hey, on fait-tu quelque chose à soir? Si je pouvais pas, au lieu de dire hey, je peux pas, je répondais juste pas. Ah, là, les gens étaient comme Simon, ça te tente-tu? Ça te tente pas? Puis je répondais pas. Puis là, le lendemain, je disais comme ah ouais, est-ce que j'ai pas lu ton message? Puis les mots étaient comme ben oui, tu l'as lu. Tu sais, c'est juste ça. Mais dans quel état que t'es à ce moment-là? Par exemple, qu'est-ce qui t'empêche de répondre? Décevoir les gens. J'ai énormément de difficulté à décevoir les gens dans la vie. Puis pas à confronter, parce que je suis vraiment pas quelqu'un de confrontant, mais je sais pas. On dirait que... Est-ce que toi, les gens te déçoivent? C'est une bonne question. Rarement. Je suis assez... Non, je suis assez... Je suis assez bon, moi, pour faire comme, OK, on se vire de bord, puis on arrange. Mais je travaille, moi, beaucoup là-dessus en ce moment. Tu sais, je travaille énormément là-dessus. Puis qu'est-ce qui arrive si tu déçois quelqu'un? Ah, ben, je me sens mal. Je me sens pas à la hauteur. Je vais me sentir... c'est ça. Je vais me sentir pas à la hauteur. Je vais sentir que j'ai pas été capable de remplir mes responsabilités. Fait que c'est juste ça, mais je le sais que l'alternative, mon cerveau le sait que l'alternative est pas mieux que de juste ignorer mes problèmes ou mes engagements. Ouais. Mais j'aime mieux que les gens soient... On dirait que quand t'es fuyeur, quand t'es un éviteur, t'as mieux que les gens soient déçus de toi sans qu'ils te le disent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'aime mieux me dire
là, lui, il est déçu de moi en ce moment, plutôt qu'il me dise « Ah, je suis déçu de toi. » Parce que j'ai dit « Hey, finalement, tu sais, demain, je peux pas être là, finalement. J'aime mieux pas me présenter puis me dire, là, en ce moment, il est déçu de moi, mais j'ai pas à le gérer. Tu veux pas l'entendre. J'ai pas à recevoir cette déception. Fait que c'est comme si ça n'existait pas. C'est quelque chose dont je suis vraiment pas fier de moi. Mais c'est mon plus grand défaut. Je comprends, mais j'aime t'entendre décortiquer ça. Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le fond, peut-être cette personne-là n'est pas déçue, puis là, toi, tu penses qu'elle est déçue. Mais elle serait pas si j'avais été honnête en disant comme, hey. Puis quand tu dis que tu travailles fort sur toi, qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'être plus empathique. J'essaie de me mettre à la place de la personne. Puis de faire... tu sais, je l'ai fait, moi, beaucoup... tu sais, mettons, avec mes enfants, avec ma blonde. Moi, je suis un dormeux. Moi, j'aime dormir. J'ai toujours, dans ma vie, dormi tard, beaucoup. Et les premiers moments avec mes enfants, c'était très confrontant pour moi parce que je suis habitué, moi, tu sais. Moi, ça fait 15 ans que je suis humoriste, j'avais pas d'enfants, je me levais à 11h30, midi, régulièrement. Là, je veux dire, c'était ça. Puis quand tu travailles de soir, comme moi, tu te couches souvent à 2, 3, 4 heures du matin, naturellement, parce que tu travailles, tu es en route, tu fais de la route, tu arrives chez vous, tu viens de faire un show, fait que t'es pas fatigué, puis tu vas rencontrer des amis, tout ça. Fait que j'étais rendu très habitué à me lever tard le matin. Puis l'arrivée de mes enfants, ça a comme tout chamboulé ça, tu sais. Puis c'est arrivé souvent où j'étais couché, puis j'entendais mes enfants être réveillés, puis ma blonde, mais j'étais juste comme... Je faisais juste comme ignorer ça parce que moi, ce que je veux, c'est dormir. Puis Simon, lui, il aime ça dormir. Puis Simon, il a l'impression qu'il a besoin d'un 15, 20, 30, 45 minutes de plus de sommeil. Puis à un moment donné, quand j'ai fait comme... Hey, mets-toi à la place de ta blonde qui doit gérer, elle, tout ça. Puis moi, je fais juste me lever après ça en disant comme « Ah, vous êtes réveillés? Ah, je vous ai pas entendu » ce qui est faux, parce que je les ai entendus. J'ai juste ignoré le fait parce que je voulais un 15 minutes de plus ou une demi-heure de plus ou des fois 1 heure, 2 heures de plus. Puis ça a été de me mettre à sa place que j'ai fait comme « Ah, OK, non, c'est vraiment pas cool de ma part, mais vraiment pas cool. » Puis ça a changé. Puis oui, des fois, je me réveille avec les yeux un peu collés, mais au moins, j'ai l'impression que je ne fuis plus mes responsabilités. T'es là où tu dois être. Exactement. Voilà. C'est une belle franchise. Mais je suis pas fier de l'avoir faite. Non, mais en même temps, tu n'es pas fier de l'avoir fait, mais tu le reconnais. Oui, définitivement. Tu sais, quand on le reconnaît, ça sert à ça un peu la vie aussi. Oui. De s'améliorer, en tout cas de corriger ce qui nous dérange personnellement. Niveau jaune, tu les brasses, tu vas m'en donner 4. Brasse, on en donne 4. Oui, tu en choisis une et j'en choisis une. Même service. Une en dessous. Merci. Une en haut. Tu m'en donnes 4. Oh, 4! Ouais. Excuse-moi, t'as raison. Ouais. Tiens, les deux du milieu. Merci. Alors, ça devient un peu plus personnel. Vas-y. Es-tu un fils à maman? Regarde ça, je peux te dire oui à 100 000 %. Fait on la choisira même pas, celle-là. Attends, je vais vouloir peut-être en savoir plus. Quel impact a la critique sur toi? T'es-il arrivé de ne pas te sentir à la hauteur? As-tu négligé certains aspects de ta vie? Je vais parler de la critique, tiens, parce que c'est celui la réponse qui me vient le moins facilement. T'es-il arrivé de ne pas... non, excuse-moi. Quel impact a la critique sur toi? Ouais. La critique... Et là, moi, quand tu me dis critique, je parle de critique... comment dire? Populaire. Tu veux dire par rapport à ce que tu fais professionnellement? Ouais, exactement. Oui, absolument. Parce que pour moi, il y a 2 types de critiques. Moi, je travaille avec les mêmes personnes depuis très longtemps, sur tous mes one-man shows. Et ces gens-là ont une honnêteté sans filtre pour moi. C'est quand ils me disent « Ça, Simon, c'est vraiment mauvais », ils disent
sans aucun filtre. Et moi, c'est ce que je veux. J'ai besoin de ça tu peux le prendre. 100%. OK. Je peux être pas d'accord. Ça arrive qu'on s'ostine. Moi, je travaille toujours avec les deux mêmes personnes depuis, mon Dieu, maintenant 7, 8 ans. Puis on a une honnêteté, une ouverture les uns avec les autres qui je veux dire, comme je te dis, c'est sans filtre. Là. Sans filtre. Et ça fait en sorte que je pense que ça fait que je suis un meilleur humoriste, puis ça fait en sorte que je travaille fort, puis que je veux toujours... Tout le monde est comme dédié à trouver la meilleure idée possible. Personne me flatte dans le sens du poil juste pour me faire... Pour me rendre heureux. Mais ça, c'est être bien entouré. Oui. Parce que des fois, de se faire entourer de gens qui nous louangent, on n'avance pas. Voilà. Mais de s'entourer de gens qui sont vrais Exactement. et qui veulent notre bien à quelque part. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Quand on trouve ça, la fidélité de mise après. Voilà. Donc ça, cette critique-là, puis tu sais, autant c'est pour ça-là, pour que ma gérante qui est une personne que je respecte énormément, pour qui j'ai beaucoup d'amour, elle a le don des fois qu'à faire comme là tu l'échappes. Là, t'es pas sérieux, j'ai pas de nouvelles de toi, je trouve que tu travailles pas assez fort. Tu sais, puis ça vient te chercher, tu sais, de te faire dire ça, tu fais comme OK, c'est bien plus le fun de faire dire comme que t'es merveilleux, tout est beau, tout va bien, puis mon Dieu. Puis moi, j'ai besoin de ça. Donc, ce côté-là de la critique, j'en ai besoin. Pour ce qui est de la critique, comment dire, c'est ça, tu sais, populaire, que ce soit les journalistes ou les gens qui t'écrivent après le show en disant comme « Hey, j'ai moyen aimé ça » ou « Hey, ça, c'était bon, ça, c'était... » Je pense que je me suis longtemps questionné là-dessus. J'ai eu des très bonnes critiques dans ma vie, j'en ai eu des très mauvaises. Ton premier réflexe face aux très mauvaises, c'est de dire « Ils savent pas de quoi ils parlent ». Et ton premier réflexe face aux très bonnes, c'est de dire « Eux, ils ont compris ». Mais c'est pas ça. Tu comprends? Ouais. Puis moi-même, je regarde beaucoup, tu sais, moi, je regarde beaucoup de séries télé dans ma vie, je regarde beaucoup de films, j'adore ça, tu sais. C'est très rare que je vais pas voir une critique avant de commencer la série pour savoir, tu sais, perds-tu mon temps à écouter ça? Qu'est-ce que les gens ont pensé de ça? Tu sais, j'hésite entre 3 en ce moment. Tu sais, les critiques disent quoi? Comment celle-là semble être la meilleure? C'est que soit l'importance de la critique. Je l'utilise à 100%. Ben ouais. Je l'utilise à 100%. Sauf que quelqu'un qui hésite entre 3 spectacles, qui va voir... Je vais faire comme, voyons, tu sais, suis ton cœur, mais je le fais même pas moi-même, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est la réponse qui me vient le moins facilement, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas... Mais si tu lis une mauvaise critique, là, est-ce que ça gâche ta journée? Oui. Ah oui. OK, oui. donc tu le prends personnel. Moi, mais ça, je pense que tous les artistes... Oui, parce que c'est personnel, c'est ça. C'est tu le vis toi aussi. Oui. Un commentaire négatif va battre 3000 commentaires positifs. Absolument. Je défie n'importe quel artiste. Tu peux dire que ça t'affecte pas. C'est bien correct. Mais je défie n'importe quel artiste. Mais des fois, ça s'efface plus vite. Tu sais, oui. Puis ça dépend c'est quoi. Ça, c'est correct. Ça dépend aussi c'est quoi la critique. Tu sais, des fois, c'est injuste aussi. Des fois, c'est... Tu as l'impression que la personne avait déjà un parti pris avant d'écrire la critique. Elle était déjà écrite avant de voir le show, par exemple. Mais c'est d'être capable. Je pense que ça dépend aussi de ce qu'on vit dans notre vie au quotidien. Il y a des périodes qui sont plus complexes, sont plus difficiles. Donc, parce que là, tu sais, quand on critique, tu es seul sur la scène. Là. Quand tu as une critique, c'est dur de ne pas la prendre personnelle aussi. Ben, c'est pratiquement impossible, dans le fond. C'est pratiquement impossible. Puis... Est-ce que tu as déjà appelé un journaliste? Jamais. Mon père l'a déjà fait, par exemple. Pour vrai? Ouais, mon père a déjà écrit à... il a déjà poliment envoyé promener un journaliste qui m'avait fait une mauvaise critique. C'est quand même drôle, ouais, ça. C'était surtout très surprenant à ce moment-là de ma carrière. Surtout, c'était très dans les débuts. Puis moi, mon père, aujourd'hui, on est comme ça, mais on a eu... Surtout au début de ma carrière, là, ça le stressait, là, ce que je faisais dans la vie. Là, puis il a été dur à convaincre, là, tu sais. Puis quand il a fait ça, pour moi, ça a comme été un... C'est comme si l'adversité vous a unis. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je pense que à partir du moment où tu t'y
où tu t'y exposes, tu dois vivre avec les conséquences. Puis à partir du moment où tu décides de ne pas t'y exposer, tu dois vivre avec les conséquences aussi. J'aimerais beaucoup ça, moi, que de ne pas avoir de critiques puis que de personnes critiquent mon spectacle. Mais en même temps, j'aimerais ça que les gens le voient. Puis je veux que les gens voient. Je sais que la critique fait en sorte que les gens vont peut-être avoir le goût de découvrir. C'est sûr, parce que dès qu'on s'expose... Fait que si je m'expose à la critique, je peux pas dire comme « Ah, c'est pas une bonne critique. » Ben... Est-ce que tu as déjà changé des choses suite à des critiques que tu as lues? Je ne pense pas, non. OK. Je ne pense pas. Honnêtement, j'ai eu plus de bonnes critiques que de mauvaises. Mais j'ai eu des critiques. Tu sais, moi, mon deuxième spectacle a été bien reçu, mais sans éloge particulière. Je te dirais que sur le coup, ça m'avait affecté beaucoup. Puis tu vois, j'avais même pas repensé avant de t'en parler là. Fait que je pense que la critique, autant... pour moi, je gère la critique de la même façon que je gère bien des affaires dans ma vie, c'est-à-dire... Là, c'est pas le temps de prendre de décision là. Tu sais, moi, j'ai fait l'anxiété, ça t'aide beaucoup à faire ça aussi, de faire comme... Tu sais, moi, quand je vois des gens, j'ai des amis qui sont anxieux, je rencontre des gens, tout ça, des fois, je fais comme, là, en ce moment, là, fais juste vivre ton anxiété, prends pas de décision. Là, c'est pas toi qui réfléchis, c'est ton anxiété qui pense à des choses, qui voit des choses, qui interprète des choses. C'est pas toi. Fais juste, passe la tempête, là. Quand la tempête sera finie, tu prendras des décisions. Fait que je pense que c'est la même chose un peu pour les critiques. Quand tu as une critique qui te plaît pas, ça n'a même pas besoin d'être une mauvaise critique, là. T'sais, moi, je me rappelle, dans ma tête, mon deuxième one-man show était le meilleur spectacle qui a été fait de l'histoire des spectacles de l'humour au Québec. Dans ma tête, c'était ça. J'étais arrivé et j'ai fait... il ne peut pas dire que je suis pas le prochain Yvon Deschamps. C'est impossible. Je veux dire... Fait que puis quand ça a été reçu avec un « Ouais, c'est bon, il y a des bonnes affaires, c'est bon. Il y a une couple d'affaires que... Ouais. » ça peut te choquer au début. Après ça, je pense que ça va te rendre plus humble. Puis éventuellement, tu y penseras juste même plus. Fait que j'essaie de... Tu sais, je l'anticipe déjà. Moi, mon quatrième, là, je le sais. Je vais vivre ça dans un an. Je vais le vivre, là. Moi, dans ma tête, si tu me dis en ce moment, prévois les critiques, c'est écrit... Le génie de sa génération, tu comprends? Mais ça sera pas ça. Même si mon show est extraordinaire. Mais ça te pousse vers le haut, par exemple, de penser comme ça, que tu fais le meilleur spectacle. Oui, mais après ça, tu t'exposes à la déception naturelle. Parce que le monde ne dira pas que je suis le génie de ma génération. C'est impossible. Je le suis pas. Tu comprends? Mais tu le penses quand tu le fais. Je pense pas que je le pense. Je pense que je l'espère. Ah, ouais, je comprends. Je pense que j'ai beaucoup... En fait, j'ai énormément de confiance en mes capacités. Je suis quelqu'un d'être très... Sur scène, en tout cas, je suis quelqu'un... Je sais ce que je fais, j'aime ce que je fais, puis je pense que je le fais très bien. Moi, j'ai souvent dit que tu trouves pas que mon humour est bon. J'ai aucun problème avec ça. Mais personne ne va pouvoir dire que moi, je suis pas un bon humoriste. Pour moi, c'est ça mon minding quand je travaille, là, de faire comme... Tu as le droit de pas aimer mon humour, c'est tout à fait correct. Il y a beaucoup d'humoristes que les gens aiment. Là, je parle ailleurs dans le monde. Ouais. Là, que beaucoup d'humoristes, que beaucoup de gens aiment, que moi, personnellement, est complètement indifférent. C'est l'art, c'est comme ça. Un tableau va rejoindre des gens. Mais l'art que tu pratiques... Voilà. Mais moi, je veux que quelqu'un qui sort de ma salle fait comme ça m'a pas rejoint, mais il sait ce qu'il fait. C'est un professionnel, c'est ça. Clairement, il est fait pour faire ça. T'es sur ton X quand t'es sur une scène. Exactement. Fait que ça, moi, j'ai une grande confiance en ça. Mais, Colin, j'ai oublié mon idée. Mais on parlait par rapport à la critique, c'est-à-dire que tu vois, t'espères ce titre-là. Ouais. Parce que en fait, la critique aujourd'hui va peut-être plus, ne va pas affecter ce que je pense de moi. Tu comprends? Ouais. Si mon 4e one-man show est reçu de façon correcte, ça va pas faire comme « Ah, je suis moins bon que je pense ». Ça va juste faire comme « Ah, j'ai pas travaillé aussi fort que je pense ». Tu comprends? Ouais. Ça va m'affecter de la même façon. Mais je pense qu'avec le temps, avec l'expérience, je suis rendu à un niveau de ma carrière où tu peux plus vraiment me faire croire que je suis pas un bon humoriste. Tu peux me dire que j'ai pas assez travaillé, que j'ai pris les choses pour acquis, que je me suis pas forcé,
que ça c'est tout le monde, tous les artistes sont sensibles à ça. Ils peuvent éventuellement prendre ça un peu pour acquis puis faire comme OK, bon, mais je me suis laissé traîner par le courant un peu. Ça s'applique à comme à tout le monde. Tu sais, quand on acquiert de l'expérience, quand on sent qu'on est à la bonne place, on est moins ébranlable en vie. Tu sais, quand on acquiert de l'expérience qu'en début de parcours. C'est que là, tu vois aussi ton public s'y dit quand. C'est ça. C'est quand même pour eux les premiers, mais tu as raison, une bonne critique va faire vendre plus de billets, donc c'est important. C'est pas juste les billets, c'est de, tu sais, moi je l'ai vu, mettons, pour mon 3e one-man show, qui est sorti il y a un peu plus de 2 ans. Tu sais, j'avais travaillé vraiment fort, ce show-là. J'ai fait 90 shows de rodage, puis j'avais mis beaucoup, beaucoup de temps, puis moi, je le trouvais vraiment très bon, tu sais. Puis pour moi, c'est important que la critique dise que c'était bon. C'est important. Au-delà des billets, au-delà de faire une affiche en disant comme le journal, tel journal a dit ça, de faire comme de valoriser le travail. Puis, comme tu disais tantôt, l'équipe, tu sais, moi, le soir de la première, là, j'ai le poids de toute l'équipe, tous les gens qui ont fait la promo, qui m'ont aidé à travailler le show, qui sont là avec moi depuis 1 an, qui m'ont suivi sur la route pour prendre des notes, puis ci, puis ça. Je veux pas les décevoir, ces gens-là, puis je veux que leur travail soit récompensé. Puis la seule récompense concrète d'une première, c'est une bonne critique. Donc, naturellement, tu la veux, tu sais. Tu veux pas que ça soit un tu veux célébrer ça avec ton équipe. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est... pour revenir à la question, c'est vraiment... C'est de l'amour-haine que tu dois juste accepter. Tu peux pas... C'est toujours comme ça. Que ce soit un journaliste ou que ce soit quelqu'un qui dit « J'ai vu toutes tes shows, le dernier, c'est le moins bon. » Faut que tu acceptes ça. Faut que tu acceptes ce que ça te fait. Faut que tu acceptes. Puis si ça te fait de la peine, ben vis ta peine, puis un jour, ça fera moins de peine. Mais ça te donne rien d'essayer de faire comme « Oh non, ça me fait rien » ou « Oh mon Dieu, je fais juste « Ah, ça me fait de la peine, vis-la. » Demain, ça va te faire un peu moins de peine. Après, demain, un peu moins, puis l'autre après. Ouais, c'est l'espace qu'on y accorde. Ben, c'est ça, exactement. Ben, la question que je vais choisir, c'est évidemment celle-là. Es-tu un fils à maman? Raconte-moi. Ben, écoute, moi, ma mère, c'est une des personnes les plus importantes dans ma vie. C'est pas la plus importante. C'était pour plusieurs raisons. Ma mère, c'est une personne extrêmement forte, extrêmement drivée. Qui en a fait, qui s'est donné énormément pour une cause qui était très chère à ses yeux, puis qui l'a amené dans des territoires et des situations où elle a dû faire face à la critique beaucoup. Et j'ai un respect énorme pour ça. Ma mère, c'est une pionnière de son milieu. Puis ça aurait été facile de délaisser un peu le côté mère de famille, ce qu'elle n'a jamais fait avec mon frère puis moi. Puis je le sens, tu sais, ma mère elle me demande souvent, est-ce que tu trouves que je t'ai pas assez présente? Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai 40 ans, là, puis elle fait comme, j'étais-tu là quand t'étais jeune? Je suis comme, mais oui, mais attends, oui, le jeudi, tu finissais tard, puis on commandait du Saint-Hubert. C'était quoi sa cause? Est-ce que tu peux le dire? Ou? Oui, ben en fait, ma mère s'est battue très, très longtemps pour le droit des femmes, pour le droit à l'avortement. C'est dans des années où c'était très mal vu, où ça a même été presque illégal. Ouais. Puis donc ça, c'est quelque chose... c'est une cause qu'elle a tenue sur ses épaules toute sa vie. Elle en a fait énormément pour faire avancer ces choses-là. Elle a été dans des cours, dans des tribunaux très souvent dans sa carrière pour faire avancer les choses, pour faire changer les choses, pour changer les mentalités. Elle a fait face à des manifestations devant sa clinique. Elle a fait face à des menaces. Parce que ta mère est médecin. Oui. Et pour moi, ça, c'est un respect que j'aurai pour elle à jamais. Au-delà de ça, c'est une personne extrêmement généreuse qui m'a un peu légué, par exemple, ce côté-là de pas décevoir. Tu sais, ma mère, là, elle aime ça bien paraître. Autant j'ai énormément de bons côtés de ma mère, je pense.
autant ce que je vois aujourd'hui étant adulte, puis de voir comme, OK, ça, ma mère, ça m'a légué ça, puis... C'est peut-être moins ça. Ouais, OK, ça, je m'en serais peut-être passé. Mais en bout de ligne, c'est une personne, c'est une personne qui ne laisse personne indifférente. Ma mère rentre dans une pièce, elle rentrerait ici et tout le monde arrête de parler. C'est une personne qui dégage. Puis ça, je pense qu'elle me l'a légué, puis je pense que ça paraît sur scène, qui dégage une aura, une lumière qui est sensationnelle, qu'elle cultive elle-même en étant à la hauteur de cette image-là, c'est-à-dire une personne d'une grande gentillesse, qui est ouverte, qui est curieuse, qui est gentille avec tout le monde. Donc, voilà, je suis un fils à maman, mais moi, j'y parle à tous les jours à ma mère. J'ai besoin de ses conseils sur tout ce que je fais dans ma vie. Je ne pourrais pas passer 3 jours sans y parler. Pour moi, c'est mon phare, c'est mon rock. Puis voilà. Donc oui, très, 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 très fils à maman. Est-ce que ta mère est contente? En tout cas, elle apprécie te voir aussi évoluer dans le sens où tu as trouvé une façon de calmer cette anxiété-là. Parce que j'imagine que pour une mère, de voir son fils avoir une anxiété qui peut, à la limite, être paralysante à certains moments, on aura envie de vivre ça à sa place. Tu sais, quand on est une mère, on a... Alors là, de voir que tu t'épanouis... C'est bien dit. C'est bien dit. Et ma mère l'a vécu aussi avec mon frère. Mon frère qui a aussi des troubles anxieux et qui a vécu, lui, dans son cas, lui, des situations qui étaient vraiment pas facile à vivre, pire que moi, je te dirais. Là. Elle a été... Puis, tu sais, quand je te dis qu'elle m'a légué des choses, que je suis comme, ça, OK, c'est peut-être pas mon meilleur côté. Moi, je suis genre à comme tout prendre en contrôle. Je suis pas control freak, mais je suis comme, regarde, je vais le faire. Je vais le faire. Dépose là, je vais le faire, je vais m'en occuper. Ma mère est très comme ça, tu sais. Ma mère va me dire comme, hey, t'as-tu besoin de telle affaire? Puis elle va m'amener des affaires à manger. Puis je suis comme, je suis correct, tout va bien. Puis comme, non, mais. Fait que moi, je suis très comme ça aussi. Puis elle aurait pu, dans le cas de mon frère et moi, essayer de tout prendre sur elle. Moi, je suis genre à tout prendre sur moi. T'sais, c'est moi le responsable, c'est moi. Je vais tout arrêter, là, je vais m'en occuper. T'sais. Puis pas parce que je pense mieux le faire que n'importe qui, c'est juste, j'aime pas ça voir quelqu'un rusher. J'haïs ça voir quelqu'un rusher, ça me travaille, tu sais. Puis ma mère est beaucoup comme ça, mais je pense qu'elle nous a beaucoup aussi aidé à faire nos propres pas puis se rendre compte que tu ne guéris pas, mais en fait, tu guéris jamais de l'anxiété, mais je veux dire, tu ne prends pas le dessus sans faire tes propres moyens, tu sais. Puis c'est qu'elle t'a laissé comme trouver ton chemin par rapport à comment calmer cet état-là. Oui, vraiment. Vraiment. Comment tu définirais ça, l'anxiété? Ben il y a plusieurs. Il y a tellement. Mais la façon que tu le vis, toi? Je peux plus l'expliquer comment je le vis aujourd'hui parce que je me rappelle pas vraiment. Je me rappelle un peu comment je le vivais avant de prendre avant d'en être conscient puis de travailler là-dessus. Parce que comme je te dis, tu guéris pas de l'anxiété. Non. Tu peux. Mais pour moi, je pense que ce que j'aime dire souvent quand je parle d'anxiété, c'est quelque chose que j'aurais aimé, moi, entendre quand je vivais avec ça puis que j'avais pas d'issue. C'est l'anxiété, ça peut être très négatif, ça peut faire mal, ça peut faire de la peine, mais ça peut être un outil extrêmement fort aussi. Parce que l'anxiété fait que tu focuses sur des affaires, que tu mets beaucoup d'importance sur des affaires. Oui, si tu mets de l'importance sur des affaires négatives, ça va être difficile, mais tu peux aussi... Moi, mon anxiété fait que je focus toute mon énergie sur mon métier, sur l'humour, sur faire rire les gens. Puis ça fait en sorte que je fais rire les gens puis que je rends des gens heureux. Fait que l'anxiété, je pense qu'il faut tu peux pas l'effacer. Je pense qu'il faut que tu la vires. Il y a une image que j'utilise souvent. Puis je pense que je l'avais même utilisée à une de tes émissions. L'anxiété, c'est un cheval sauvage. OK? Quand tu as un cheval sauvage que tu n'es pas capable de contrôler, il va sauter la clôture, il va s'enfuir, il va t'attaquer. Il peut être dangereux. Il va être dangereux. Ouais. Mais si tu apprends à dompter cet animal-là,
ben là, tu vas avoir un cheval. Puis tu vas aller plus vite que tout le monde. Parce que tout le monde va être à pied, puis toi, tu vas être à cheval. Fait que c'est beaucoup ça, je trouve. Je trouve que c'est peut-être un peu bancal comme dans non, mais c'est ta définition est intéressante. Pour moi, ça a été ça. Pour moi, ça a été quand j'ai réalisé, puis moi, ça, c'est la psychothérapie qui a fait ça. Tu sais, moi, je prends des médicaments dans la vie, je m'entraîne régulièrement, tout ça. Mais moi, j'ai eu plusieurs psychologues dans ma vie, mais il y en a un en particulier qui a réussi à me faire voir mon anxiété d'une façon complètement différente. De faire comme, utilise ça, utilise-les. Ces petites espèces d'obsession-là que l'anxiété te donne. Le jour où tu vas être capable de les mettre sur quelque chose de positif, ça va juste donner quelque chose d'extraordinaire, tu comprends? Ce que je suis capable de faire aujourd'hui, de faire sur mon métier, sur mes enfants, mais ça fait quand même en sorte que il y a plein... Moi j'haïs avoir les mains sales dans la vie. J'haïs ça pour mourir, je sais pas pourquoi. Je pense pas que c'est un toc, mais c'est juste... Fait que mes enfants, quand je les vois faire de la peinture, là, il faut que je quitte la pièce. À ce point-là? Je suis pas capable. Je suis pas capable de les voir avec les mains sales. Puis je suis pas capable. Puis ça, je sais que c'est mon anxiété qui fait ça. Puis je sais que je serai probablement jamais capable de passer par-dessus ça. Il y a plusieurs années, ça m'aurait fait... tout ça aurait fait en sorte qu'éventuellement, je me serais convaincu que j'étais un mauvais père. Tu comprends? Juste de faire comme... T'es pas capable de voir tes enfants faire de la peinture, ça veut dire que t'es pas capable de les voir avoir du plaisir. Ça veut dire que t'as pas envie qu'ils aient du plaisir. Ça veut dire que tu les aimes pas. Ça veut dire que t'étais pas prête pour être père. Et là, ça part, tu sais. Puis là, aujourd'hui, c'est juste comme, gars, Simon, prends un respire, va dans le sous-sol le temps qu'ils font de la peinture. Quand on va remonter en haut, on va nettoyer. C'est toute de la peinture qui se nettoie bien. Tu sais... Puis ça fait en sorte que là, je suis très appliqué pour nettoyer les taches de peinture, puis sur leurs mains, puis sur leurs ongles, puis sur leur... Fait que c'est juste de... l'obsession que l'anxiété m'apporte va être là. C'est à moi. C'est à moi. J'y fais face. Mm-hmm. Et c'est à moi de décider. Tu sais, il y a des médicaments, moi, qui m'ont... Tu sais, quand les gens me parlent souvent de médicaments, tout ça, puis tu sais, de prendre des médicaments, puis... T'es pas gagnant à te... C'est quoi le mot? Automédicamenté? Oui, ben, en fait, oui, moi, je me suis automédicamenté longtemps dans ma vie avec l'alcool, mais à te... Ah, c'est quoi le mot? Mon Dieu. À j'ai juste le mot anglais, je suis désolé. À te nommer le... Voyons. Colin. Excuse-moi le mot. Attends. T'engourdir. T'engourdir, OK. Voilà le mot que je cherche. T'engourdir. Puis, il y a beaucoup de monde qui pense que la médication, ça sert à ça. C'est-à-dire à couper tes récepteurs par rapport au mauvais, puis de faire comme tout va bien, tout est beau. C'est pas ça. Ça, t'avances à rien. Tu fais juste pelleter par en avant. Oui. Puis changer de personnalité. Puis t'engourdir, puis de faire comme rien qui m'affecte, rien qui m'atteint. Oui. Ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est tu guéris jamais de l'anxiété. Tu vas toujours focusser sur des affaires. Ta tête va toujours partir. Moi, je fais de l'anxiété ruminatoire. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui m'arrive, ça va m'empêcher de dormir. Je vais y penser sans arrêt. Puis pour me créer... finir par me convaincre moi-même de certaines affaires. Tu sais, quand je te disais que ça pourrait m'amener à me convaincre que j'étais un mauvais père, je veux dire, parce que j'ai déjà été... à un moment donné, moi, longtemps dans ma vie, je pensais que mes amis m'aimaient pas pour vrai, qu'ils étaient payés par mes parents pour se tenir avec moi, parce que je voyais pas comment. J'étais comme, comment ils peuvent m'apprécier en tant que personne. Je leur ai fait... Tu finis par te convaincre de certaines affaires. Mais c'est des scénarios, qui sont complexes en même temps. Mais ça, je n'ai plus ça. Mais les obsessions sont encore là. C'est juste que maintenant, je suis capable de les diriger ailleurs. Fait que je dirais que c'est ça. C'est comme ça que je vis mon anxiété aujourd'hui, qui est pas guérie, qui est pas l'entraînement qu'on parlait tantôt. C'est devenu une obsession. C'est devenu, je veux toujours... Si ma coach me dit comme, hey,
il y a 2 mois, là, telle affaire, tu l'as fait en tant de temps, puis là, tu viens de le faire en tant de temps. Elle vient de faire ma semaine, tu comprends? Ça fait que l'obsession devient saine. Exactement. Mais pour revenir à ta mère, ça doit la soulager. Oui, je pense que oui. De voir que tu as trouvé comme ton chemin. Ma mère, c'est une personne extrêmement empathique qui puis c'est une raison pour laquelle elle s'est donnée autant dans la cause qui l'a drivé toute sa vie. Elle n'aime pas ça voir les gens souffrir. Elle n'aime pas ça voir... Elle a horreur de l'injustice. Puis je pense que ça lui a fait de voir ses 2 fils être pris avec un trouble anxieux quand même assez paralysant. Je pense que ça a dû lui donner beaucoup de culpabilité en tant que mère. Je la connais, ma mère. Elle ne l'a jamais dit, mais je le sais que longtemps, elle s'est dit c'est de ma faute. Si mes enfants sont comme ça, c'est de ma faute, c'est sûr et certain. Je la connais, je suis pareil comme elle. Je me dirais la même Christie d'affaires si je vivais ce qu'elle vivait. Et j'espère qu'aujourd'hui, elle est capable de voir ça différemment en disant comme c'est surtout aussi beaucoup de ma faute si aujourd'hui ils sont bien. Ah. Voilà. Ça, c'est bien dit. Voilà. Question rouge. Ça, c'est les toughs, ça? Ben, c'est personnel quand même. Personnel? On est toujours assez personnel, mais c'est le but du jeu. Mais celle-là, tu m'en donnes 3, on va juste en choisir une. Merci. Quel moment de ta vie voudrais-tu supprimer? Est-ce que tu t'es déjà rendu au bout de tes limites physiques ou psychologiques? Quel est ton rapport avec la mort? Oh! Tu vois, elles sont différentes. Oh, c'est intéressant. Je vais prendre la mort. OK, vas-y. Je vais prendre la mort parce que j'ai vécu quelque chose, moi, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Moi, il me restait une grand-mère. La mère de ma mère était encore en vie. Mes autres grands-parents sont décédés depuis quelques années. Certains depuis longtemps, d'autres depuis un peu moins longtemps. Et ma grand-mère, moi, c'était une personne... Tu sais, ma mère, là, la pomme n'est pas tombée de loin de l'arbre. Là. Ma grand-mère, moi, à 92 ans, avait encore sa voiture, elle gérait des blocs, elle avait des blocs appartements. C'était une personne extrêmement brillante, très vive d'esprit, extrêmement. C'était la chef de clan. Moi, la mère de ma mère, c'était la chef de clan. Là. C'est elle, là, dans la famille, là, tout le monde est comme... C'est tous les chemins mènent à elle. C'est elle qui décide, pas qui décide, mais tu sais, c'était... C'est une leader. C'est ça, c'était la leader. Ouais. Et évidemment, elle est décédée dans les... Elle avait 95 peut-être un peu plus, ou un peu moins, je me rappelle pas exactement à l'âge. Si je pensais, ça me reviendrait, là, vite comme ça me revient pas. Là. Mais je pense que c'est en haut de 95. Mais fait que les dernières années de sa vie, elle avait évidemment perdu certaines capacités. Et quand est venu le temps, moi, mes parents habitaient... mes parents ont acheté la maison où ma mère a grandi. Et ils l'ont transformée en maison bigénérationnelle pour que ma grand-mère puisse vivre là. Donc, ma grand-mère vivait dans le sous-sol, dans la maison dans laquelle elle a vécu pendant 70-80 ans. Donc, ma grand-mère n'a jamais été en foyer ou en centre ou quoi que ce soit. Et, fait que là, vers la fin de sa vie, on sentait que sa vie était faite. Ça s'en venait, la fin s'en venait. Et là, je me rappelle le matin où ma mère m'a dit, bon, ben là, on va commencer les soins de fin de vie pour votre grand-mère. C'est sa dernière journée en vie aujourd'hui. Donc, ça a été... Puis, l'éviteur en moi a eu le goût de dire comme « Hey, j'ai de quoi aujourd'hui, je peux pas aller la voir. » C'était mon premier réflexe. Là. C'était comme... Puis, on est allé et on a passé la journée avec elle, elle était inconsciente. Là. Les soins de vie, les soins de fin de vie, tu tombes inconscient et tranquillement, pas vite, ton cœur s'arrête. Ça peut prendre 15 minutes comme ça peut prendre une journée. Ouais. Et quand je suis arrivé,
autant j'avais énormément d'amour, ma grand-mère, ça me tentait pas. Moi, le deuil, c'est pas quelque chose que j'aime. Comme je te dis, voir les gens pleurer, souffrir, avoir de la peine, surtout ma mère, ça me tentait pas de voir ma mère triste. J'ai vu ma mère pleurer à quelques reprises dans ma vie. C'est les pires moments. Je suis pas capable. Puis j'avais le goût d'éviter. J'avais le goût de faire comme « Hey, je m'excuse, man, j'étais en show à Québec. Je peux pas être là. » tu sais. Mais j'ai passé par-dessus ça. J'ai fait « Ça se peut pas. Tu peux pas y aller. » Puis, fait que je suis allé. Et on a été entre 3 et 10. Le monde rentrait, sortait, allait dîner, prendre un petit... On a ouvert du champagne à un moment donné alentour de ma grand-mère qui était juste assise dans son fauteuil, inconsciente, à respirer très, très, très lentement. Puis on s'est juste rappelé, on s'est moqué d'elle, entre guillemets, de tout. Rappelez-vous quand elle a fait telle affaire, c'était des souvenirs autant joyeux que tristes, que, hey, réalisez-vous. Puis j'ai appris plein d'affaires sur ma grand-mère ce jour-là, par ma tante, par ma mère, par... Tu sais, j'ai réalisé ce coup, tu sais, j'ai à mon père, je dis, c'est quoi la première fois que tu as rencontré cette femme-là, tu sais, mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés. Cette personne-là, ça fait 40 ans que j'ai jamais su comment tu l'as rencontrée, ta première rencontre, qu'est-ce que tu as pensé. Fait que j'ai tellement appris d'affaires sur ma grand-mère, sur ma famille, puis c'est un des plus beaux moments de ma vie. C'est vraiment... Puis je te dis, là, j'ai passé à ça de pas y aller parce que ça me tentait pas de voir ma mère pleurer, puis ça me tentait pas de voir ma grand-mère mourir, puis ça me tentait pas de la voir faible, ça me tentait pas de la voir partir, ça me tentait pas de dire adieu, tout ça me tentait pas, là. Tout ça me tentait pas, puis j'étais comme... Puis moi, quand ça me tente pas, c'est facile d'éviter. Puis j'ai le goût d'éviter. C'est ton premier réflexe. C'est mon premier réflexe. Puis ça m'a donné une vision de la mort. Ça a changé ma vision de la mort. Parce que ce jour-là, on a célébré la vie de ma grand-mère. On a... Elle nous a toutes comme... Comme je te dis, on a été là pendant... Écoute, je pourrais pas dire combien de temps, mais mettons 4 heures, là. Sur ces 4 heures-là, il y a eu une demi-heure à pleurer à chaudes larmes, mais il y a aussi eu une demi-heure à rire aux éclats de la fois où elle avait mis une robe à l'envers ou quoi que ce soit. Puis c'était tellement riche comme moment. Autant c'était triste que c'était joyeux parce que ma grand-mère a fait des choses extraordinaires dans sa vie, qu'on a pu se rappeler, que j'ai pu en apprendre plus sur elle. Fait que ça a complètement changé ma vision. Ça reste extrêmement triste quand quelqu'un... Mais en même temps, ça démontre la force de la famille aussi. Mais c'est ça. Puis ça m'a aussi donné... J'ai eu un moment, c'est drôle, quand on est allé au cimetière pour enterrer ses cendres. Il y a nous autres, c'est un terrain, c'est toute la famille. Là, c'est mon grand-père qui a acheté ça il y a plusieurs dizaines d'années pour mettre ses parents à lui, ses frères, ses sœurs. Fait que c'est toujours... Fait que quand je regardais la pierre tombale, j'étais comme... Tu sais, le nom de mon grand-père était là. Il est décédé dans les années 40, 50, je sais pas, tu sais. Je connais rien de cette personne-là. Je connais absolument rien. Je connais son prénom. Je sais pas de quoi il a de l'air. J'ai aucune idée. Je sais même pas ce qu'il faisait dans la vie. Sauf que... Puis après ça, je me suis demandé, qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, que lui faisait? Tu sais? C'est quoi? Est-ce que... Tu sais, moi, je joue souvent après mon oreille. Est-ce que mon arrière-grand-père faisait ça aussi? Puis de voir de vivre ça avec ma grand-mère, ça m'a amené à ça, à faire comme... On a tous... l'importance de la famille. Ouais. On vient de quelque part. Puis moi, c'est ça, quand je le vois maintenant avec mes enfants... Tu sais, mes enfants ont une très belle complicité, les deux ensemble. Les deux sont proches en âge. Ils ont 18 mois, donc... ils peuvent... Là, en ce moment, le gap est assez intense parce que ma fille a 4 ans, mon fils a 2 ans.
Là, c'est intense. Mais tu sais, je me dis, entre 23 puis 21, il n'y a pas une grosse différence. Là. Entre 4 puis 2, il y a une grosse différence. Ça, je peux te le dire. Il y en a une qui parle sans arrêt, puis l'autre qui commence à être capable de bien s'exprimer. Je le vois, là, mais... Puis pour moi, je le vois à quel point c'est ça ma vie maintenant. C'est leur vie à eux. Comment eux vont avoir des enfants, vont avoir des petits-enfants qui, un jour, vont voir mon nom sur quelque part, qui vont faire comme hey, ça, c'est mon arrière-grand-père. Regarde ses cheveux, j'ai les mêmes cheveux que lui. Ça me fait capoter tout ça. Puis ça, on dirait que ça enlève. Ça rajoute de la beauté à la légende des gens. Tu comprends? Mm-hmm. Puis c'est encore extrêmement triste et extrêmement cruel qu'il y a des gens qui partent avant leur temps. Puis ça, je suis pas en train de dire que ça fait comme tu sais, mais d'à quel point ton temps en ce moment pendant que tu es en vie, qui est une fraction de fraction de seconde dans l'histoire de l'humanité, a quand même un impact sur beaucoup plus de choses que tu penses. Puis moi, c'est ça que je me concentre là-dessus. Au lieu d'avoir peur de mourir, ce que j'ai longtemps eu, puis ce que j'ai encore, là, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui... Je peux pas dire que j'ai pas peur de la mort. Je pense que tout le monde pense que c'est normal d'avoir peur de la mort. Mais je pense que je suis plus conscient d'avoir vécu ça avec ma grand-mère. Je suis plus conscient de l'impact que je peux avoir sur les gens, puis surtout sur ma famille. Puis c'est ça. Comme je te dis, quand j'ai vu le nom de mon arrière-grand-père, j'ai fait hey, je connais rien de... Je me suis informé depuis, j'ai demandé à ma mère tout ça, comment il était. Mais tu t'étais jamais interrogé mais je m'étais sur lui. jamais... J'ai vu son nom, j'ai fait... Hey, il était en vie il n'y a pas si longtemps, là. Ouais. C'est pas il y a 4000 ans, ça, là. Non. C'est il y a 80, 100 ans, là. Ça fait pas longtemps, là. Puis, tu sais, moi, mes enfants ont connu leur arrière-grand-mère. Tu sais, ma grand-mère, moi, qui est décédée après que j'ai eu des enfants. Les enfants de mon frère, qui sont encore plus vieux, l'ont connue, puis ils vont s'en souvenir. Puis est-ce que tu avais déjà questionné ta grand-mère sur sa vie, justement, comment elle a rencontré son mari? Oui. Par curiosité générale, mais pas par... Par transmission. Ouais. Exactement. Par curiosité générale de comment tu as rencontré grand-papa. Puis quand tu réalises l'impact que les gens peuvent avoir, l'impact de ta vie sur la vie des autres, c'est là que tu fais comme, OK, c'est important, tout ça, comment... Fait que voilà, ça serait ça mon rapport avec la mort, qui a changé énormément par rapport à cet événement-là qui a été chamboulant. Mais il y a beaucoup de gens qui fuient ces moments-là. Tu disais tantôt, tu es un fuyeur, mais les moments où on accompagne quelqu'un qui va mourir, il y en a beaucoup qui vont dire, je préfère garder un souvenir de cette personne-là quand elle était vivante. Ah, 100%. Mais en même temps... Mais tu vois, ça, c'est une affaire. Moi, quand mon grand-père est décédé, comme le mari de la grand-mère dont je te parle, il est décédé chez lui. Et on s'est tous rendus chez lui, puis il était encore dans la maison quand on est arrivé. Puis j'ai jamais été capable d'aller le voir. J'ai jamais été capable d'aller comme... Parce que j'avais peut-être... Tu veux pas voir ton grand-père... Inanimé, tu sais. Puis je te dirais pas que je le regrette, mais j'aurais aimé ça être à l'endroit mental où je suis aujourd'hui dans ma vie, d'être capable de faire comme... Ça va être tough à voir, ça va être tough à vivre, mais peut-être que tu vas le regretter de ne pas l'avoir fait. Puis tu sais, je le vois aujourd'hui. Dans le fond, c'est que si j'étais pas allé au chevet de ma grand-mère avec ma mère qui pleure à chaudes larmes, avec mon frère, mon père, ma tante, mes cousins, mes cousines, je peux pas dire que ça m'aurait manqué parce que tu sais pas ce que tu manques. Mais de l'avoir vécu, tu sais ce que ça je t'apporte. sais à quel point c'est important.
Donc, c'est pour ça que je te dis que je dis pas que je regrette de ne pas être allé voir mon grand-père parce que Mais ça t'aurait peut-être apporté quelque chose. Mais aujourd'hui, je me demande, Colin, j'aurais-tu été capable juste de prendre sa main et de faire comme, hey, merci de m'avoir amené au hockey, merci de m'avoir inculqué cette passion. Tu sais, moi je suis un fan invétéré du Canadien de Montréal, puis ça vient de mon grand-père, ça. Mon grand-père, moi, c'était sa vie, le Canadien, tu sais. Puis ça vient de lui, ça. Moi, cet amour-là que j'ai pour cette équipe-là aujourd'hui, je sais que ça vient de lui. Puis j'aurais aimé ça juste comme faire comme, hey, merci, tu sais. Fait que, comme je te dis, je le regrette pas, je me sens pas mal de ça parce que je sais pas ce que j'ai manqué. Mais j'y pense souvent à comment j'aurais vécu ça. Puis est-ce qu'aujourd'hui, je garderais ça comme un bon souvenir de ça? Puis voir ta mère pleurer, puis ça semblait être un frein dès le départ. Ah, c'est épouvantable. Comment tu l'as vécu finalement? Difficilement. Je te dirais que ça a été difficile. Ça a été très difficile. C'est pas quelque chose que j'ai apprécié. Moi, ça m'a fait pleurer énormément. Je pense de voir ma mère pleurer m'a plus fait pleurer que tout le contexte. Autant pour les funérailles, autant sur le moment que sur les funérailles. C'est ça, de voir ma mère pleurer, c'était comme c'est la pire chose. Parce que tu as l'impression que tu peux pas l'aider? Tu as l'impression que tu peux... Qu'est-ce qui fait que ça te... Je sais pas. Je pense que c'est plus profond que ça. Je pense que c'est juste une incapacité que j'ai dans le fond de moi de voir les gens rusher. Au-delà, puis là, c'est comme la personne que j'aime le plus. Fait que c'est décuplé. Mais juste de voir des gens avoir de la misère dans la vie, ça me fait vraiment beaucoup de quoi. Fait que là, que ça soit quelqu'un que j'aime plus que tout, ça... Fait que c'est pas nécessairement que de pas pouvoir l'aider. Je pense que c'est juste je suis faite comme ça. C'est ça, c'est que c'est de l'empathie, là. Puis en même temps, pour elle, ça devait être... Le mot empathie, il faut faire attention, je pense, avec le mot empathie, parce que le mot empathie comme tel, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre. Et c'est plus difficile qu'on pense. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui utilise le mot empathie en disant comme je comprends ta peine. C'est pas ça. C'est de ressentir. Puis je pense que... Moi, j'ai souvent, j'ai souvent vu l'empathie, moi, comme ressentir la sensation de l'autre. C'est ça. Mais je pense que, mettons, dans le contexte où ma mère pleure la mort de sa mère, que je sois triste parce qu'elle est triste, pour moi, c'est pas ça de l'empathie. Pour moi, de l'empathie, c'est de savoir que ce que ma mère veut en ce moment, c'est que je la prenne dans mes bras. Mais moi, j'ai un blocage à... Je l'ai fait, tu sais. Mais pour moi, c'est ça de l'empathie. C'est pas de faire « t'es triste, je suis triste ». C'est « tu veux que je fasse ça? Je le sais que tu veux que je fasse ça. Je suis pas capable. » C'est ça de l'empathie. Tu comprends? C'est pas « ma grand-mère décède, je suis triste ». C'est « ma grand-mère aurait aimé ça, que je sois avec elle, que je lui prenne la main quand elle part, mais ça me tente pas de le faire parce que c'est triste puis c'est inconfortable. » Fait que c'est pour ça que je pense que il faut bien comprendre le mot empathie. C'est pas juste de comprendre ce que la personne a de besoin, même si ça, toi, fait pas ton affaire, entre guillemets. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que je pense que c'est plus ça. Puis je pense que dans le cas où de voir ma mère pleurer, c'était surtout ça. C'était d'être... Je sais pas. Mais elle, le fait que tu sois là, ça, pour elle, ça devait être un geste d'empathie. Dans la mesure où ton premier réflexe, c'était de fuir. Définitivement. De dire, il est là. Ben, c'est ça. Exact. C'est ça. Donc, voilà. Parce que c'est sûr que voir ses parents pleurer, on dirait que, tu sais, on dit toujours, ben, on devrait pas voir nos enfants mourir. Mm-hmm. Mais quand on est un enfant et on voit ses parents pleurer, c'est comme nos premiers guides. Il y a comme une impuissance, je trouve, chez l'enfant de voir ses enfants, de voir ses parents pleurer. Ouais. À un moment donné, j'interviewais quelqu'un qui fait partie du domaine artistique qui très tôt dans sa vie, elle a perdu sa petite sœur. Puis elle a vu ses parents pleurer la mort de la petite sœur. Mais tu sais, elle était jeune, elle aussi. Mm-hmm. Puis
de voir ses parents pleurer de cette façon-là, elle s'est dit, je pourrais jamais les quitter parce qu'ils vont trop pleurer. Et ça a fait une relation qui est devenue assez difficile du moment où tu dis, moi, je pourrais pas quitter la maison, mais parce qu'elle a vu ses parents pleurer, parce que c'est comme si, OK, d'abord, il faut que je sois là pour les soutenir. Mm-hmm. Et quand ça arrive jeune dans la vie, ben des fois, on n'a pas tous les outils non plus. Ben oui, je comprends. Pour soutenir, là. Mais je trouve ça... ce que tu dis, tu sais, moi aussi, quand j'ai vécu la mort de ma mère, j'avais des gens qu'elle voulait voir, puis qui préféraient ne pas être là, parce qu'ils disaient, ben tu sais, on a un beau souvenir d'elle, elle était amaigrie, elle était très malade. Puis sur le coup, j'étais OK, je comprends. Puis après, je me dis, mais je comprends pas tant finalement. Je pense qu'il faut quand même, parce que moi-même, j'ai eu longtemps ce réflexe-là aussi d'avoir peur de côtoyer ce moment où la personne est comme le plus vulnérable de sa vie, de faire face à la vulnérabilité. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux être intéressant pour l'autre? Alors que c'est d'accompagner l'autre. Il n'y a pas de performance dans ce moment-là. Parce qu'il y a une force dans la vulnérabilité, tu sais. Puis je pense que ma grand-mère, qui était une personne extrêmement forte, a vécu de façon forte sa vulnérabilité. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis d'être là, ça m'a comme... j'ai comme eu l'impression que je disais, oui, t'es forte. Tu sais, en ce moment, t'es vulnérable, t'es faible, mais tu le vis de façon forte, puis je le sais, puis je suis là pour te le dire. On va t'accompagner. T'as l'air faible en ce moment, mais t'es forte. On va t'accompagner jusqu'au bout. C'est ça. Niveau rose, on s'en va ailleurs. Eros et compagnie. Tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Alors, tu vas en choisir seulement un. T'en as-tu 4? J'en ai 4. T'en as juste 4? Ben, donne-moi-en 3. Je t'en ai mis moins. Alors, voilà. Comment évoluer ta vie intime au fil du temps? Quelle place accordes-tu à l'intimité émotionnelle dans ta relation amoureuse? Es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? Puis la première, c'est comment évoluer ta vie intime au fil du temps. Je vais te les montrer. Écoute, naturellement, ayant 2 jeunes enfants, je suis plus dirigé vers celle-là. Comment évoluer ta vie intime au fil du temps? Parce que je le vois avec la mère de mes enfants, ma blonde, qui est l'amour de ma vie, qui est ma meilleure amie. Ça change, évidemment. T'sais, naturellement, ton focus change tellement quand tu as des enfants. Tu deviens... Ma blonde puis moi, on a toujours été très, très proches. On a toujours eu vraiment une belle symbiose, elle puis moi. On a toujours été très... on s'est vraiment trouvés, ma blonde puis moi. À quel âge? Ça fait longtemps? Ou? Ça fait... 7 ans, 6-7 ans. Puis on avait une connexion. On a eu une connexion dès le début. On l'a encore. Mais d'avoir des enfants, naturellement, ça change ton focus. Je veux dire, si ça change pas ton focus, il y a un problème. Là, tu comprends? Mais moi, je me rappelle, il y a un de mes amis qui a eu des enfants avant moi, puis qui m'avait dit à quel point, alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant, sa blonde lui avait dit, là, je veux que tu me promettes une chose, c'est qu'on s'oublie pas. Toi puis moi, on s'oublie pas. Oui, il y a des matins qui vont être off, les soirs vont être off, d'aller porter ça va être... Mais toi puis moi, il faut pas s'oublier. Jamais. Puis ils sont encore ensemble aujourd'hui, après plusieurs années, après quelques enfants qui ont... Puis ça avait vraiment résonné avec moi. De faire comme, OK, c'est facile, c'est normal que la dynamique change. 100% normal. Mais de ne pas s'oublier. Puis, ne serait-ce... Tu sais, moi, j'ai passé à penser à ma blonde 24 heures sur 24, à maintenant penser à mes enfants presque 24 heures sur 24, mais de garder... Moi, j'aime pas ça. En fait, j'ai toujours de la difficulté avec les gens qui disent, puis je le comprends parce que je le vis, là, mais avec les gens qui disent, depuis que j'ai des enfants, quand je suis seul avec ma blonde ou mon chum, on fait juste parler de mes enfants. Puis ils le disent de façon comme on n'a plus rien à se dire ou on n'a plus...
Puis moi, pour le vivre en ce moment, je suis comme... Mais c'est quand même un sujet de conversation et un inside que tu as avec une personne que tu auras... Il n'y a aucune autre personne sur la Terre qui peut comprendre ce que vous vous dites en ce moment. Personne. Zéro. Puis je trouve ça précieux, moi. C'est un projet de vie, les enfants. Je trouve ça précieux. Tu sais, moi, ma fille, elle fait souvent ça. Quand elle parle, elle fait... Là, on va faire... Tu sais, elle fait souvent comme ça. Elle met sa main comme ça. Puis Myriam, puis moi, on passe la journée à se faire... Là, OK, là, on va faire ça. Tu sais, personne comprend. Mais elle puis moi, on comprend. Puis qu'elle prenne le temps de faire ça, puis que moi, je prenne le temps de faire ça, c'est une mini-attention. Ça change rien. Mais ça, pas que ça change rien, mais dans le sens que ça ne demande rien. C'est pas gros, mais ça fait juste comme... Il y a juste toi qui peux comprendre ce que je fais en ce moment. Puis ça, je pense que ça vaut extrêmement cher. Puis je pense que les gens ont tendance à dénigrer ça trop facilement. As-tu l'impression que si vous vous disiez on se retrouve puis on parle pas des enfants, il y en a un des deux qui se retiendrait tout le temps puis qui serait pas lui-même, ou les deux? C'est-à-dire de... Parce que c'est comme un... Tu sais, c'est un projet de vie. C'est le filigrane de la vie quand tu as des enfants. Tu sais, si tu disais à ta blonde, on n'en parle pas, est-ce que les deux, vous seriez en train d'y penser puis vous retenir de parler? Non, je pense qu'on serait capable si on se disait comme, hey... mais on n'a pas... J'ai pas l'impression qu'on a déjà eu besoin de se le dire parce que, justement, c'est en fait, c'est d'utiliser les enfants. Je pense qu'il y a beaucoup de couples que les enfants vont distancer. Le père et la mère vont se distancer à cause des responsabilités, puis à cause de ça, puis c'est normal. Mais d'utiliser cette chose unique-là que personne d'autre, comme je te dis, c'est des petits insides, des petites affaires, des petites intonations. Mon fils dit certains mots de certaines façons. Le chocolat, il appelle ça du cacacan. Mais quand je dis à ma blonde, on a-tu du cacacan? Elle comprend ce que je veux dire. Personne d'autre sur la Terre. Ils sont 6 milliards à pas comprendre. Il y a une personne sur la Terre qui comprend. Et je pense que ça cultive cette complicité-là que j'ai avec cette personne-là, qui, oui, va être souvent mise de côté parce qu'il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut leur apprendre, il faut les amener à la garderie, il faut les protéger. Mais ce petit moment-là de faire comme, hey, je t'oublie pas. Connexion. Cette petite connexion-là fait en sorte que, après ça, quand tu te retrouves juste les deux ensemble, qui sont des moments quand même assez rares, là, on s'entend, j'ai 2 jeunes enfants. Ma blonde et moi est allés souper ensemble, les deux ensemble, 3 fois peut-être en 4 ans. Peut-être 3, 4 fois peut-être. Naturellement, tu finis par parler de ci puis de ça, mais je pense que à cultiver la connexion, c'est là que tu vas plus facilement aller naturellement vers d'autres sujets sans dire comme OK, là, on parle pas des enfants pour la prochaine demi-heure. On pourrait. Je vois pas. Mais il n'y a pas un besoin chez l'un ou chez l'autre. Non. C'est ça, parce que vous êtes... C'est ça, un couple aussi. C'est de respecter les besoins de l'autre. Si l'autre ne le mentionne pas, tu peux pas émettre cette règle-là basée sur rien. C'est parce que je vois... C'est ça. Qu'est-ce que ça changerait? Parce que tu es parti avec ça en disant, il y a des couples qui décident de dire on parle pas des enfants à certains moments. Mais... Puis je peux comprendre, mais en fait, je pense qu'il faut juste le faire pour la bonne raison. Oui, il faut le sentir. Si tu fais juste dire on parle pas des enfants parce qu'ils me font chier, c'est une autre affaire que hey, là, on parle pas des enfants. Et à quel besoin... Parle-moi du dernier film que tu as vu. Ça, c'est différent de hey, on parle pas des enfants ce soir, là, ça me tente pas. Là. C'est la même phrase, mais c'est pas le même sens. Vraiment pas le même ton, tu comprends? À quel besoin profond elle répond ta blonde chez toi? Tellement. Écoute, moi, on parlait d'automédicamentation tantôt. Moi, l'alcool a été un gros médicament dans ma vie. Je buvais tous les soirs, en quantité quand même assez importante.
Et moi, mon problème principal avec l'alcool, c'est que je n'avais pas de problème. J'ai jamais été agressif sur l'alcool, j'ai jamais été méchant. J'ai toujours été extrêmement poli, amical, chaleureux. Je veux dire, je n'ai jamais en boisson, je n'ai jamais rien fait que je regrettais. Jamais. C'est pas arrivé une fois. Et ça, pour moi, c'est ce qui me disait que je pouvais continuer. Je fais pas de mal à personne. Moi, je suis rendu complètement habitué. Ma tolérance à l'alcool est phénoménale. Je peux boire 6, 7, 8 bières par soir, me réveiller le lendemain et faire mon travail sans aucun problème. Être tout à fait présent, de gagner ma vie, de faire mon humour. Fait que pour moi, c'était pas un problème. C'était comme puis ça, c'était avant qu'on parle d'automédicamentation. Ça n'existait pas, ce terme-là. T'sais. Aujourd'hui, je suis capable de dire que c'était ça. Clairement, c'était ça. Mais avant, c'était juste comme... Ça m'aide à dormir, ça m'aide à faire mon métier, ça m'aide à calmer ma tête. Je fais pas de mal à personne. J'ai jamais dit rien de mauvais à personne. Les gens sont même heureux que je sois là. Donc, il n'y avait pas de frein. Il n'y avait pas de frein. Aucun. Zéro. Et quand j'ai commencé à sortir avec Myriam, elle vient du Saguenay. Elle est capable d'en prendre. Là, aujourd'hui, évidemment, avec les enfants, sa tolérance a baissé. Mais quand on s'est rencontrés, là, on a eu des soirées, elle puis moi, là, arrosées, là, des vraies grosses. Là. Et moi, ça faisait partie d'un des points positifs de cette relation-là. J'étais comme, en plus, non, elle est ravissante, drôle, généreuse, j'adore la faire rire, puis en plus, elle est capable de boire. Tabarnouche, qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais? Puis quand on a aménagé ensemble, il y a une soirée où, comme à l'habitude, on s'ouvre une bouteille, on s'amuse, on rit, on jase. Et là, elle décide d'aller se coucher. Et là, moi, je m'en vais dans ma réserve secrète. Moi, j'avais comme un endroit où je gardais toute ma bière. Puis moi, je la mettais au froid, je la mettais au congélateur, une après l'autre. Fait que je buvais ma bière. Pendant que je buvais, l'autre refroidissait. Puis là, quand je mettais... j'avais tout mon système. Là. Moi, j'allais toujours au dépanneur à 11h moins 10. Parce qu'à 11h, tu peux pas acheter de bière. Fait qu'à 11h moins 10, j'y allais. C'était rendu ça faisait partie de ma vie, boire, tu sais. Puis, elle s'en va se coucher. Donc, moi, j'ouvre ma réserve. Je bois 5, 6, 7, 8 bières, peu importe. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée. Et là, il y avait des canettes de bière partout. Puis, elle a fait « Hey, moi, ça marche pas, là. On peut boire, on peut avoir du fun ensemble, on peut s'ouvrir une bouteille. Mais moi, que tu boives tout seul dans ton salon, là, moi, ça marche pas en tout, ça. » Puis, ça a été là que j'ai fait hey, ouf, OK, ça m'a vraiment... Une prise de conscience. Ça a changé ma vie, complètement. Ça a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, je suis capable de prendre 1-2 bières par semaine sans exagérer, sans perdre... pas perdre le contrôle mental, mais perdre le contrôle, comment dire, de j'en veux un autre. Puis je serais jamais là aujourd'hui sans elle. Impossible. Même pas... J'aurais jamais... Autant au début de l'entrevue, je te dirais, je me serais jamais entraîné tout seul. Là. J'aurais jamais été capable de prendre le contrôle de cette facette-là de ma vie sans elle. Impossible. J'avais pas de problème. Donc, je me ruinais pas à boire. Je faisais pas de mal à personne. J'étais capable de faire mon métier. Les gens le savaient même pas. Je veux dire, pourquoi j'arrêterais? Ce n'est que du positif. À ce moment-là, quand je le voyais dans ma vie, là, c'est que du positif. Ça me rend heureux, je fais pas de mal à personne. Pourquoi arrêter? En fait, tu voyais pas le problème. Puis quand elle a fait, hey, moi, ça, là, ça, c'est signe de quelque chose que tu as à régler en dedans de toi, là. Puis j'ai fait, je l'avais jamais vu comme ça, tu sais. Fait que c'est... Puis encore aujourd'hui, c'est drôle, hein? Tu sais, mettons, quand je pars sur la route,
j'ai besoin, mais c'est maintenant j'ai besoin de Myriam pour cet équilibre-là dans ma vie. Tu sais, je le sens maintenant quand je vais sur la route, il manque quelque chose. J'ai assez travaillé sur moi pour être capable de ne pas retomber dans mes mauvaises habitudes d'antan. Mais on a une connexion, Myriam puis moi, qui est... C'est pas pareil quand elle n'est pas là. Puis au-delà... Puis je dis pas ça dans le sens comme... la vie est belle, la vie est rose, puis c'est l'amour de ma vie. Puis moi, c'est pas ça. C'est juste... J'ai trouvé quelqu'un dans ma vie qui me complète et qui m'aide à devenir une meilleure personne. Et j'aime la personne que je suis depuis que je suis avec elle. Puis peut-être que quand elle n'est pas là, ou elle n'est pas présente, ou elle est loin, ou je la sens loin, peut-être que mon cerveau commence à se créer une peur de perdre la personne que je suis. Je sais pas. C'est un besoin profond, c'est comme si elle te rassurait quelque part. Ouais, elle te sécurise. Puis Myriam, c'est ma meilleure amie, au-delà d'être au-delà d'être la mère de mes enfants et l'amour de ma vie. C'est une personne à qui j'ai l'impression que je peux tout dire, que je peux... Des fois ça prend quelques temps, comme dans toutes les couples, à trouver les bons mots ou de pas être sur la défensive, tu sais. Tu sais, comme là, c'est drôle parce que récemment, il y a pas longtemps, on était au déjeuner. On déjeunait les 4 ensemble. Puis moi, je joue beaucoup aux échecs sur mon téléphone. J'aime ça jouer aux échecs. Puis à un moment donné, des fois, quand je tombe sur une partie que là, je deviens vraiment comme focus, tout alentour, tout s'efface. Là. Je suis plus capable de penser à autre chose. C'est l'obsession de mon anxiété qui fait que là, il faut que je trouve le prochain bon move. Puis il y a eu un matin où j'étais en plein milieu d'une partie comme ça, où là, il fallait que c'était compliqué et tout ça. Puis un peu plus tard dans le matin, elle fait hey, là, ça fait depuis 2 heures que t'es sur ton Christy de téléphone, là. Lâche-les, là. Tes enfants jouent, tes enfants te demandent. Puis mon premier réflexe, ça a été on parle tout, il est là, mon téléphone, il est même pas dans les mains. Puis avec le temps, j'ai fait comme Colin, elle a raison. Puis depuis ce temps-là, je travaille beaucoup là-dessus, tu sais, de faire comme de pas avoir mon téléphone à portée de main, je checkerai mes courriels puis mes messages le soir quand les enfants sont couchés. Quand t'as dit quoi, tu sais que... Mais sur le coup, j'étais comme, voyons, là, je suis jamais sur mon téléphone, gars, il est là, je l'ai même pas dans les mains. Mais d'avoir quelqu'un qui est capable, la critique qu'on parlait tantôt, là, d'avoir quelqu'un qui c'est ça, qui est capable de dire là, puis qui est capable aussi quand elle n'a pas raison ou quand elle te critique de faire quelque chose, ou elle se rend compte qu'elle n'a pas raison, qu'elle est capable de l'admettre, c'est tout aussi important. C'est ça. Tu sais, quand on partait de comment évoluer ta vie intime au fil du temps, tu disais, mais avoir des enfants, ça change la donne, mais quand ça change la donne pour les deux de la même façon, c'est plus simple aussi. Mm-hmm. Parce que si les attentes restent pareilles pour l'un, là, à ce moment-là, il y a une insatisfaction. Exact. Est-ce que vous êtes capable de parler facilement ensemble, de communiquer par rapport à votre vie intime, votre vie sexuelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est comme incorporé, qui fait partie pas du quotidien, mais de cette sphère-là de la vie? Oui. Myriam et moi, on est très ouverts sur beaucoup d'affaires. Je le sais. Je le sais qu'elle a beaucoup de choses en tête, qu'elle a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux enfants, qu'elle a beaucoup de choses à penser. La charge mentale est énorme. Puis ça revient un peu à l'empathie de tantôt, de faire comme OK, Simon, calme-toi un peu, là. Tu sais, je pense qu'en général, si tu regardes au courant d'une semaine régulière, je pense que je vais être plus souvent celui qui va proposer les contacts, si tu veux. Puis ça serait facile pour moi de faire comme il y a juste moi qui veux, tu veux jamais, ou puis d'être frustré sexuellement, comme on appelle, là. Puis à un moment donné, quand tu fais comme ouais, mais attends, moi, j'y pense jamais à leur lunch. J'y pense jamais au souper. J'y pense pas que j'y pense jamais, mais dans le sens que je me rends compte qu'il y a tellement d'affaires qu'elle fait qui, moi, ne font pas partie de ma charge mentale à moi, de faire comme OK, prends, tu sais, calme-toi un peu, là. Ça va arriver quand ça va arriver.
Moi, à partir du moment où je le sais qu'elle a encore de l'attirance pour moi, qu'elle... Tu sais, je trouve qu'il y a moyen... La vie sexuelle est extrêmement importante dans un couple. Ça l'est encore quand tu as des enfants. Mais il y a d'autres moyens de montrer que la personne t'attire, tu comprends? Et si tu n'es pas réceptif à ces moments-là, je pense que c'est là que l'acte comme tel va devenir tellement important que la frustration que cet acte-là n'arrive pas va être lourd à porter. Tu sais, moi, ma blonde, je sais que de la faire rire, ça l'excite. Pas sexuellement, mais ça fait en sorte qu'elle se trouve, je pense, chanceuse d'être avec un gars qui la fait rire, que ça la rend... Fait il y a différentes façons de cultiver cette espèce d'attirance-là. Oui, ça connecte aussi. Ben, c'est ça, tu sais. Tu sais, quand tu as un impact sur l'autre, exactement, il y a quelque chose qui revient, qui est là. Voilà. La question Opto-Réseau, la dernière question, Simon. Quand tu regardes ton parcours de vie, de quoi es-tu le plus fier? Ben, ça va rapper un peu tout ce qu'on s'est dit, là, mais d'avoir été capable de prendre le contrôle de mon anxiété. Je pense que c'est un game changer dans ma vie, complètement, à tous les niveaux de ma vie. Professionnellement, personnellement, amoureusement. Je veux dire, c'est la chose de ce dont je suis le plus fier. C'est comme si tu as enlevé des filtres. Ouais. À quelque part sur ta vie. Des choses qui... Ben, c'est que je pensais que c'était pas possible. Tu sais, je pensais vraiment que quand moi je suis arrivé au point dans ma vie où j'ai fait OK, là, faut que j'essaye. Parce qu'avant ça, l'anxiété, pour moi, était ça affectait beaucoup ma vie, surtout de façon négative, mais j'avais comme un peu accepté que ça allait être ça. T'sais. Puis j'étais quelque part en paix avec ça, de faire comme, garde, ça va être ça. Puis quand à un moment donné, je suis arrivé à l'âge, j'ai fait comme, hey, fais juste essayer voir, là. Fais juste essayer voir si ça peut être mieux que ce que tu penses. J'ai longtemps cru que ça se pouvait pas. T'sais, j'étais comme, c'est impossible, tu peux pas. Puis encore aujourd'hui, je sais pas vraiment ce qui a fait en sorte que j'ai continué. En fait, je le sais, c'est le support alentour de moi, puis les gens qui m'ont aidé à continuer, puis à convaincu de continuer, puis qui m'ont gardé. Mais fait que je pense que c'est pour ça que j'essaie. Pour moi, l'anxiété, je le dis souvent, je me retrouve à en parler souvent dans les entrevues, puis en même temps, il y a un côté de moi qui n'a pas envie d'en parler parce que j'ai pas le goût de devenir l'humoriste anxieux ou le visage de l'anxiété ou... Je veux pas qu'on prenne en pitié pour ça. Non, mais il y en a tellement. Mais c'est ça l'affaire. Il y a tellement. Je le sais à quel point je pense que mon message peut aider beaucoup de monde, puis je le vois que ça le fait. Ouais. Puis moi, c'est pour ça que j'ai décidé... Au début, quand j'ai commencé à prendre le contrôle sur mon anxiété puis à me sentir mieux puis à être capable de la diriger ailleurs, au début, je voulais pas en parler parce que je voulais pas que le monde me prenne en pitié puis je voulais pas que ça me définisse. Je voulais pas faire comme Simon Gouache, ça c'est l'humoriste qui est anxieux, ça. Je voulais pas que ça devienne ça. C'est pour moi, j'avais horreur de ça. Je veux être l'humoriste. Simon Gouache, c'est l'humoriste drôle, pas l'humoriste anxieux. Tu comprends? Puis en même temps, quand j'écoutais des gens parler de leur anxiété ou quand je voyais certains témoignages, que ce soit à la télévision ou personnellement, je trouvais que le message manquait tellement d'espoir que j'étais comme, tu peux pas... Je pense que je suis capable d'en parler de façon vraie, authentique, mais tout en donnant espoir. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir plus là-dessus. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, ça fait plusieurs années que j'en parle maintenant, puis j'en parle très ouvertement, très souvent, mais il y a toujours un côté de moi, quand je commence à en parler, de faire comme Simon, parle-en pas trop, parce que tu veux pas être associé à ça, tu veux pas, tu sais. Mais en même temps, quand je reçois un message de quelqu'un qui me dit comme hey, tu sais, je m'en vais voir un psy la semaine prochaine, pis c'est toi qui m'as convaincu de le faire,
me dire après ça, je fais comme, tu peux pas en parler. Là. Si cette personne-là. Ça fait œuvre utile. C'est ça. T'sais. Parce que, tu sais, dans la question de quoi es-tu le plus fier, c'est de ça dont tu me parles. Oui, c'est ça. C'est définitivement ça. C'est d'avoir été capable de... Puis je pense, tu vois, je n'ai parlé souvent de mon anxiété, puis c'est la première fois que j'utilise le mot rediriger l'anxiété. Puis je pense que je vais le garder en tête parce que c'est vraiment ça que j'ai réussi à faire, c'est de rediriger mon anxiété vers des choses qui vont m'amener des bonnes choses ou qui vont me faire me dépasser. Parce que, comme je l'ai dit au début, tu guéris pas. Tu deviens... Tu peux t'engourdir, comme on disait tantôt, mais tu ne guéris pas. Mais ça, je pense que ça va résonner chez plusieurs personnes. J'espère. Parce que justement, quand tu dis rediriger, ça fait OK, c'est là, je l'accepte, mais qu'est-ce que je fais avec? Ouais. C'est comme si tu avais un morceau de plus à quelque part quand tu dis le rediriger. Tu as un supplément. Exactement. Parce que tu sais, devant ce micro-là, il y a vraiment beaucoup de gens qui parlent d'anxiété. Mm-hmm. Tu sais, avant, on entendait très peu parler d'anxiété. On parlait de stress. Il y a une grande époque, c'était le stress. Les gens fumaient pour le stress. Il y avait, tu sais, à cause du stress, je veux dire, maintenant, on parle beaucoup plus de ce hamster-là, que quand il part, il monopolise les pensées. Et c'est là que ça... Ouais. Puis je pense que c'est ça. Guérir, entre guillemets, de l'anxiété, c'est amener le hamster à rouler sur une autre roue. Oui, exactement. Mais il va toujours revenir. Il va toujours aller. Tu peux pas... Ça fait partie de la vie. Tu vas focusser sur des affaires comme moi avec la peinture puis les mains sales. J'aimerais ça pouvoir me mettre les 2 mains dans la peinture, moi aussi. Mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Mais c'est ça. Je vais être comme ça. Redirige ton anxiété vers bien nettoyer après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête de te sentir coupable puis arrête justement de laisse pas ta tête expliquer pourquoi t'aimes pas ça, voir tes enfants avec les mains sales. T'aimes pas ça, c'est comme ça. On va y laver. Ils vont dire, hey, papa, quand on était petit, il était comme ça. C'est ça. Et c'est tout. Ça va devenir anecdotique. En fait, c'est anecdotique. Merci beaucoup, Simon Gouache. Merci à toi. Toujours un plaisir de te parler. C'est le fun. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. C'est des bonnes... Ta mère... je suis curieux de voir les questions que j'ai. Mais tu vas partir avec, tu vas pouvoir jouer, puis on va même t'offrir... Oui, puis on va t'offrir un jeu rouge qui est pour le couple. Donc, tu pourras jouer avec ta blonde si tu veux à ce jeu-là, parce que ça fait pas tellement longtemps. Là, il est en vente partout, puis il y a les différents niveaux dont tu viens de voir, le niveau rose. Mais, tu sais, moi, je dis... Parce que en couple, c'est que tu piges, tu sais, mettons, le niveau vert... Tu as ton niveau vert à toi, puis tout de suite, l'autre va faire son niveau vert. Okay. Et le défi pour les couples, c'est l'écoute. Ouais. Tu comprends? Parce que souvent, on va dire, mais non, mais c'est pas le même, c'est arrivé. Non, mais là, attends une minute. Non, mais je sais pas... C'est d'écouter et d'entendre la réponse de l'autre. Et on peut décider qu'un soir, si on file un peu plus coquin, on répond qu'à des questions roses. Tu sais, c'est ça qui est le fun en couple. On peut le décortiquer, dire, hey, à soir, on se fait-tu, on en choisit-tu une verte, puis on fait la soirée là-dessus. Alors, c'est un jeu qu'on a voulu vraiment pour améliorer la communication dans les couples, parce que souvent... Tu sais, quand on parle à des couples, c'est la première chose, on s'est perdu de vue, on se parlait moins, puis on prend des choses pour acquis, alors que ce que l'autre pense, c'est intéressant de sortir de sa tête et de le verbaliser. Ah, 100%. Alors, tu peux repartir avec ton jeu, puis tu vas repartir avec un jeu rouge. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir, comme à chaque fois. Très, très agréable. Alors, merci tout le monde, puis on se dit, au prochain Ouvre ton jeu. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.